Dénouement plutôt heureux dans la crise de nos 49 soldats. Ils ont regagné la terre natale après plusieurs mois de détention au Mali. Que s'est-il passé et que retenir de cette situation? Soirée décryptage 49 ce soir au Grand Talk. Les soldats de l'information sur notre plateau au Grand Talk sont présents. Mesdames et messieurs, ce soir, nous ils sont prêts, ils sont là, ils sont présents, nous allons les rejoindre. Bonsoir mesdames, bonsoir madame, messieurs. Bonsoir Brice. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous m'avez manqué. Toi également. C'est ça. On était où? On était Vous étiez chez vous, mais le week-end a été long. C'est une très bonne nouvelle. Hein. Nous, on est très heureux. On a tous nos drapeaux pour dire que notre nation, le drapeau de notre nation vole au Daouda. Vous n'avez pas votre drapeau. Voilà, vous l'avez maintenant. Ok. Exceptionnellement, bon. Donc, on va poser nos drapeaux juste à côté. Merci beaucoup. Bon, les amis, on va parler des 49 au cours de cette émission, de leur retour, de ce qui s'est passé en Mali et que retenir de cette crise. Mais avant, je suis très heureux, mesdames et messieurs, de vous dire bonsoir. Bonsoir chez vous, à chacun d'entre vous, à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui sont sur nos pages des réseaux sociaux connectés. Eh bien, juste avant, nous avons, comme tous les lundis, le point de Jessica qui nous rejoint. Vous me permettrez de l'accueillir également. Voilà, elle fait partie des personnes que nous accueillons. Ouais. Voilà, Jessica. Mes respects. Allez-y, voilà. C'est ça. Un chef, il sait accueillir ses éléments. C'est important, c'est ça, un chef. Jessica, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Brice, je vais super bien et toi? Très bien, merci. Alors écoute, Jessica, il sera question non pas de soldats qui rentrent, Oui. mais d'autres qui sortent et qui se font arrêter. C'est bien cela, on l'a appris sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines. Il y a eu vol chez Alafé Wakeli et son épouse. Pitang alias Bruno, chef cuisinier du couple Alafé, aurait profité de l'absence de ses employeurs à leur domicile à Abidjan pour prendre la fuite et dérober la somme de 15 millions de francs CFA. La brigade de recherche et d'investigation de la Direction générale de la police nationale a ouvert une enquête. À la suite de cela, les investigations menées ont permis de localiser et d'interpeller le suspect le 7 janvier 2023 à Lomé, dans son pays d'origine où il s'y était réfugié après son acte criminel. La perquisition de sa chambre d'hôtel a permis de retrouver et de saisir une partie de l'argent, une tablette numérique, ainsi que plusieurs effets personnels appartenant à ses employeurs. Il a par ailleurs été retrouvé avec une moto qu'il a déclaré avoir achetée à 2 500 000 francs CFA, avec laquelle il a eu un accident de la route. Ironie du sort, comme quoi tout se paye sur terre. Il sera donc présenté au procureur de la République à Lomé pour répondre de ses actes. Eh bien, comme dirait l'un, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Moi, je suis très contente pour les prisonniers qui ont dorénavant un chef cuisinier à leur disposition. Hein. C'est une très bonne nouvelle aussi. Hein. Ouh là là. Ouh là là. Mais après, hein, il est au Togo. Bon, il pourra bénéficier peut-être d'une médiation. Mais pas très malin quand même, hein, d'aller se réfugier. Il conteste. C'est son pays d'origine. C'est peu de le dire. Hein. C'est là-bas qu'on irait chercher en premier, moi, je pense. Merci, Jessica. Merci à vous. Très bonne émission. Et puis encore, bienvenue à nos 49 soldats. Hein. Merci beaucoup. Allez, à Bravo, vendredi. Jessica. Bravo. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, parmi les biens récupérés, saisis, on a vu une grande caisse de cigares.
Et j'ai l'impression de reconnaître une certaine marque, Cohiba peut-être, mais une grande caisse de cigares. Et je pense que ça doit appartenir à ses patrons peut-être. Ah ouais. Ou bien peut-être qu'il a dû l'acheter. Tu nous apprends des choses, c'est des Non, fumeurs non. de cigares. Non, parce qu'on a dit qu'il y avait des biens qui appartenaient à ses patrons. Donc il y a la tablette numérique. Oui, la tablette numérique, Voilà. l'argent, les chaussures, la paire de chaussures. Il a pu se les acheter. Parce que la moto achetée à 2 millions, C'est ça. est juste à... Mais quand même... Et la grande caisse de Non, cigares. mais en fait, il avait préparé les choses pour vivre la vie de La vie de Louga. C'est le cas de le dire. La moto, le cigare, c'était un boucantier des temps modernes. Mais bon, et bravo, hein, bravo à la collaboration Bien sûr. entre les forces de police. Cette collaboration qui aura permis de mettre la main sur... bon, on a pu récupérer la bonne nouvelle, une partie de l'argent, donc c'est déjà pas mal. Les amis, on l'a dit et nous sommes très très heureux. L'annonce a été faite, on l'a vu passer par le porte-parole de la junte du pouvoir malien. Avec cette vidéo-là, on venait ou on apprenait ainsi la libération de nos soldats. Regardez. Par décret numéro 2023-002-PTRM du 6 janvier 2023, Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a accordé sa grâce avec remise totale de peine aux 49 Ivoiriens condamnés par la justice malienne pour les infractions suivantes. Crimes d'attentat et de complot contre le gouvernement, d'atteinte à la sûreté extérieure de l'État, de détention, port et transport d'armes et de munitions de guerre ou de défense, intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Il disait. Alors, première question autour du plateau. Comment vous avez accueilli ce communiqué, Edith Broubleu? Ça a été une surprise. On s'attendait. C'est vrai qu'après l'annonce le discours du président de la transition malienne, on s'attendait à avoir cette bonne nouvelle. Donc finalement, elle n'était pas tombée. Et on tombe finalement ce week-end sur cette information. Et c'était une grande surprise. Ça a été un grand ouf de soulagement finalement. J'imagine pour les familles, mais surtout aussi pour le peuple ivoirien. Très bien. C'est comme ça que vous avez reçu. Ouais. Élisée Bouloubeu? Ben moi, je n'ai pas été vraiment surpris, hein, parce que si vous Le rappelez, timing peut-être? Voilà, peut-être le moment où l'annonce était faite, sinon le fait que la grâce soit accordée aux soldats ivoiriens. Pour ceux qui se rappellent, sur ce plateau ici, quelques semaines en arrière, j'avais décrit ce scénario, disant qu'effectivement les soldats ivoiriens allaient être condamnés par la justice ivoirienne. Et le président Assimi Goïta, je dirais en sauveur des soldats ivoiriens, viendrait prendre un décret présidentiel pour annuler tout ça et puis rendre la liberté aux soldats. Donc, ce n'est vraiment pas une surprise en tant que telle. Comme vous le dites, peut-être sur le timing, parce que bon, on avait espéré que cela se fasse à l'orée du nouvel an, ce qui n'a pas été le cas. Donc, on se disait, bon, probablement dans les semaines à venir, mais on ne s'attendait pas aussi que ce soit assez vite. Selon moi, vu déjà le fait qu'il n'y avait pas de rendez-vous formel, en dehors du 14 janvier qui est la date que la junte a instituée comme la date de la souveraineté retrouvée, qui semblait être la date la plus indiquée pour une telle annonce. En dehors de ça, ce n'est vraiment pas une grande surprise pour moi. J'abonde dans le même sens qu'Élisée, puisque depuis juillet où ils ont été arrêtés, il n'y avait rien dans le dossier. Le dossier était vide, creux, pratiquement vaseux. Donc, c'était d'une évidence qu'on les libère. Après, tout ce que la CEDEAO avait dit, le secrétaire général de l'ONU avait dit, franchement, je m'attendais à cette libération. Donc, ça ne m'a vraiment pas surpris. Oui. Oh oui, non, pareil, je n'étais pas surpris. Je me demandais quand est-ce que ça s'arrêterait. C'était que tout le monde le disait. Comment est-ce qu'on allait, j'allais dire, sortir de cette affaire la face complètement propre, donc que ce soit du côté malien que du côté ivoirien. On se demandait quand est-ce qu'on sortirait de cet imbroglio qui n'honore vraiment aucun des deux États. Donc moi, je n'étais pas très, très surpris. Et surtout juste que je me demandais, vu l'accélération du procès, quand est-ce que ça allait se faire? Franchement, je m'attendais à que ça se fasse dans les premiers mois du mois de janvier, enfin dans les premiers jours du mois de janvier, compte tenu du fait que je pense que la sanction et les menaces de sanction avaient été vraiment entendues par la junte. Et je ne suis pas très étonné que cela se soit fait assez rapidement.
Voilà. Oui, je pense que c'est une décision sans surprise, puisqu'on a quand même pu observer les différents balais diplomatiques depuis plusieurs mois. Dès l'arrestation de nos compatriotes, on a eu une diplomatie d'abord sous-régionale, ensuite internationale, avec l'intervention du secrétaire général de l'ONU, qui a à plusieurs reprises demandé à la junte au pouvoir malien, voilà, le régime de transition, de remettre en liberté les Ivoiriens. Et puis ensuite, il y a eu une accélération du calendrier avec la tenue d'un procès à la fin du mois de décembre. Et donc, et entre-temps, il y a eu la visite de nos responsables là-bas. Donc, c'était en tout cas très attendu. Mais c'est bizarre, hein, aujourd'hui, je vais dire, il y a un optimisme, c'est-à-dire tout le monde s'attendait à cette libération. Et puis, il y a eu le coup de tonnerre de la condamnation des 20 ans qui a jeté un peu... Oui, en fait, c'est surtout, c'est vrai qu'on se disait que forcément, dans les accords pour lesquels on n'avait pas connaissance, il y avait certainement ce procès qui devait se tenir pour respecter ce que les Maliens, les autorités maliennes voulaient. Mais on s'attendait ensuite à ce que rapidement la grâce soit annoncée suite à cette décision de justice. Et finalement, ça n'avait pas été le cas. Donc, après le discours à la nation du président de la transition, et la bonne nouvelle est tombée quelques jours après. Brice, rapidement pour rajouter, peut-être que pour essayer d'apporter moi mon avis sur ta question, c'est que normalement, je pense que le procès lui-même, tel qu'il a été construit, pour moi, c'était évident que tout cela, c'était pour aller vite, parce que le procès, excusez-nous, mais ce n'était pas un procès dans les normes. Ça ne respectait aucun principe, ni du droit malien, ni du droit positif ailleurs. Donc voilà, donc forcément, la façon dont le procès même s'est passé, c'était pas, au-delà de la critique, ça montrait juste qu'il y avait aussi une intention d'accélérer un peu tout ça pour arriver à l'idée, comme Élisée l'a dit, d'une condamnation pour qu'on puisse passer à autre chose. Donc moi, je pense que vraiment, le procès, franchement, moi, c'était pas une terrible nouvelle pour moi. Sous d'autres cieux, avec d'autres juntes, il y a eu des procès qui ont été accélérés et ce n'était pas forcément dans l'intention d'améliorer les choses. Dans un contexte différent. Là, ici, on n'a pas un ultimatum supposé ou pas. La jeune Birman est un tout petit peu reconnue pour ces procès également. Mais ce n'est pas le même contexte. Oui, bien sûr, on sait ce qui se passe en Birmanie, mais ce n'est pas le même contexte. Là, on a quand même une CEDEAO, on a une monnaie qu'on partage avec des gens. Donc, je veux dire que le contexte même économique n'est pas le même. Assimi Goïta, il a reconnu les sanctions, ça fait beaucoup de mal, et nous tous on le sait, ça fait beaucoup de mal à nos populations. Donc, à un moment, ce que moi je reprochais justement à la junte, c'était de ne pas prendre en considération les souffrances du peuple et de s'en tenir à une supposée fierté qui n'en était pas. Donc, pour moi, il fallait juste accélérer les choses et ils l'ont fait, je pense que c'est... Alors, s'il y a bien quelqu'un, en plus d'Élisée Bologbé, parce que c'était le plus optimiste, il avait... Vraiment, on aurait dû quand même... nous, c'était le respect que nous avons dû donner le titre de prophète. Parce que lui, par exemple... Un titre que j'accepterais bien d'ailleurs. avait même le chemin, parce qu'à un moment donné, on avait imaginé que c'était avant l'ultimatum, de ton proposé après. Donc, il y avait des... Et puis, on avait des doutes aussi sur la bonne foi de la junte. Parce que ce ne serait pas la première fois. Après, c'est clair que c'est une junte, on essaie de négocier, on de trouver des voies diplomatiques, mais on ne sait pas si effectivement la parole donnée dans cet accord sera certainement respectée ou pas. Ouais. Donc, on avait des doutes sur la bonne foi. Je veux dire, si quelqu'un y croyait, il a dit, donc à côté de vous, il y avait un autre beaucoup plus prophète certainement, peut-être parce qu'il est beaucoup plus au fait de la situation, c'était le chef de l'État. Eh bien, le président de la République l'annonçait, j'ai même envie de le dire prophétiquement, lors du discours du 31, avec une assurance et une précision très bientôt. Regardez. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Et ils ont gagné le sol ivoirien, mais assez rapidement, je veux dire. Du 31
quelques jours Aussi, seulement ça. suffit. Non, mais aussi. déjà même après ce discours du 31, le discours du Nouvel An, vous ceux qui ont suivi un peu la présentation des vœux le 5, le jeudi 5, devant les corps constitués, le chef de l'État a réitéré les mêmes phrases, disant que les soldats ivoiriens seront là très bientôt sur le sol ivoirien. Donc, c'est dit qu'il avait les tenants et les aboutissants de cette situation-là. Éventuellement, il savait plus ou moins tout ce qui était en train de... Puisque la veille déjà, le président togolais, oui. voilà, de retour de Bamako, avait fait escale à Abidjan. Il s'était entretenu avec le chef de l'État déjà le mercredi 4. Donc, le jeudi 5, rencontrant les corps constitués dans le cadre de la présentation des vœux, le chef de l'État est revenu dessus pour dire que les militaires seront bientôt là. Donc, je pense qu'il avait un certain nombre d'éléments qui lui permettaient vraiment de donner cette... de dire ça, en fait. Oui. On l'a annoncé, hein, donc vous renchérissez sur le... Oui, je voulais juste compléter pour dire que la signature du mémorandum, quand même, laissait entrevoir cette issue. Et c'est certainement fort de ce document, qui est une forme de pacte de non-agression entre les deux États, que le président de la République s'est exprimé en annonçant pour très prochainement la libération de ses soldats. Très, très bien. Alors, on va regarder, hein, ça faisait partie un peu de ma grande révision, avant de décrypter en détail hein, ce qui s'est passé. On va regarder les images. C'était très émouvant hein, du retour de nos soldats donc à l'aéroport d'Abidjan. On regarde les images. C'est pas des vidéos? Je pensais que En tout cas, c'est un moment d'étreinte entre la famille, les soldats et leurs familles, voilà, leurs femmes, leurs enfants. Enfin, j'avoue que c'était très beau à voir. Et moi, ce qui m'a le plus marqué dans cette image d'accueil de nos soldats, c'est le fait que le président lui-même soit parti à l'aéroport pour montrer son leadership aux soldats. Parce qu'un groupe de soldats, quel que soit l'armement que tu puisses leur donner, quelle que soit l'arme de feu que tu leur donnes, le fait que le leader premier soit sur le terrain, ça galvanise, ça prouve aux uns aux autres que le président n'a abandonné aucun de ses soldats. Et je pense même que ceux qui étaient à Abidjan ici étaient encore plus galvanisés de voir leur chef au devant de cette situation, du début jusqu'au dénouement. Et franchement, très beau leadership du président Alassane Ouattara. Sur ça, je pense que l'enjeu était aussi là, sur le contrôle des troupes. Parce qu'à partir du moment où certains se font arrêter et sont dans un pays étranger, ils sont dans des mains, permettez-moi l'expression, des mains ennemies, en interne, ça peut avoir une incidence sur la capacité du président de la République à tenir justement le pays, puisque quand même c'est l'armée qui est censée nous protéger des attaques extérieures, tout ça. Donc, sur l'analyse, je suis entièrement d'accord avec Daouda, même si moi, après, je suis un peu différent dans le folklore qu'il y avait autour. Mais je pense qu'effectivement, il fallait que le président profite de cette occasion pour affirmer justement son leadership militaire et son contrôle justement de cette armée dont il est le chef suprême. Est-ce qu'au-delà de tout ce que vous avez cité, il n'y avait pas également l'image aussi d'un père qui était content de revoir ses enfants, qu'on aurait pu lui présenter quelques heures après au palais présidentiel, mais qui tenait également rapidement et chaleureusement à témoigner son amour et surtout à recevoir... Politiquement, c'était important que le président de la République soit à l'aéroport. Je crois que c'est un acte politique très très fort. Outre le fait qu'il est le chef des armées, quand même, c'est un geste quand même qui me paraissait quand même à minima celui qu'il fallait poser. Voilà. Depuis 6 mois, ils étaient détenus, ils rentrent au pays. Et la première personnalité qui doit les accueillir, c'est forcément le chef de l'État. Daouda André évoque le volet leadership militaire, Alain le volet politique. Madame Bleu, vous allez me rejoindre peut-être sur la sensibilité, sur l'humanisme. Oui, non, l'humanisme, c'est un être humain, il est plein de... Il n'y avait pas que de la stratégie. Oui, il n'y avait pas que de la stratégie, il y avait beaucoup d'émotions, on le sentait également dans la manière même de saluer ces soldats, parce que ils essayaient de respecter le protocole, on les voyait s'éloigner un peu du tapis rouge, mais lorsqu'il les saluait, il essayait de les rapprocher vers lui. On sentait beaucoup d'émotions. À un moment, je me posais la question parce qu'ils sont 46 et il allait saluer les 46, rester debout à 7 heures. Et comme tu l'as dit, c'était important, c'était un message important qu'il devait envoyer aux troupes également, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup entendu en termes de prise de parole officielle sur ce sujet. C'était vraiment de la diplomatie, donc il y avait des tractations qui se faisaient et il n'y avait pas beaucoup de prise de parole de sa part. Et il était important pour lui d'être présent et d'être le premier visage qu'il voit lorsqu'il descend de l'avion.
En fait, Ah, bah, en fait, moi, j'abonde un peu dans ton sens quand tu parles de visage paternel. Parce qu'au-delà du président, du chef de guerre, du chef des armées, mais en fait, c'est la Côte d'Ivoire qui les soutenait depuis le 10 janvier, donc le 10 juillet. Donc, il était important que le chef de l'État, qui est le garant moral... Non, rapidement, c'est juste pour je te termine quand relancer. même. Cela aurait pu se faire au Salon des Pas Perdus, par exemple. Oui, si tu veux, mais il était important. Quand on sait aujourd'hui le contexte ivoirien où beaucoup de personnes ont eu à dire c'est pas des Ivoiriens, c'est des étrangers, c'est des ceci, c'est cela, il était important pour lui de saluer chacun. Et chacun s'est présenté nommément avec son grade et le saluer. Et c'est la Côte d'Ivoire qui saluait ses soldats. C'est ça, c'est la main de la Côte d'Ivoire. Élysée? Moi, je pense que tout ce qui a été mis en place a été fait à dessein. Et cela, c'était une volonté du chef de l'État, déjà d'affirmer sa responsabilité dans la situation qui s'est produite. Et ça, il le dit même dans son discours. Quand il dit aux soldats, vous n'avez rien à vous reprocher. Je tiens à vous dire que vous avez accompli votre mission. Je crois que le chef de l'État, en mettant tout ce dispositif en place pour recevoir lui-même les soldats, déjà aux yeux des Ivoiriens, pour dire aux Ivoiriens que ceux-là, ils sont partis non pas de leur fait, mais j'en assume l'entière responsabilité de tout ce qui s'est passé jusque-là, depuis leur mission jusqu'à leur retour. En tant que chef, je l'assume. Mais ce qui s'est passé même en plus, moi je pense que c'est la phase visite d'un iceberg. Parce que nous, on a vu l'accueil, tout ce qui a été mis, le cérémonial, le tapis rouge même qui a été dressé pour les soldats, une première d'hier, je pense que c'est une première pour plusieurs même de passer sur un tapis rouge présidentiel, qu'on leur a accordé tout ça. En tout cas, cet accueil élogieux qui a été fait. Mais au-delà, n'oublions pas que depuis que cette situation a éclaté, les familles sont psychologiquement et financièrement et moralement soutenues par l'État de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a pris des engagements fermes en ce sens-là. Et cela a été fait jusqu'aujourd'hui. Donc j'estime pour ma part que c'était des conséquences que le chef de l'État conclut tout ce qui a été fait durant tous ces 6 mois-là par cet accueil-là. Et comme je le dis, c'est un message qu'il donne aux yeux de la nation, mais également aux yeux du monde entier, pour leur dire que lui, en tant que premier responsable de la Côte d'Ivoire, il est entièrement responsable de tout ce qui s'est passé jusque-là. Et le grand moral. Très bien. Il n'y a pas de problème. Mais c'était un peu folklorique quand même. On en parle. C'est votre ton avis. On note votre point de vue. Parce que pour ce qu'Élysée dit, c'est qu'on a vu dans certains pays où certains gouvernements ont désavoué donc, certains de leurs soldats. À leur mission, on leur dit si vous faites prendre, on ne vous connaît pas. Ça, on entend dans certains films. Exactement. Mais on marque une courte pause et derrière, on évoque ce qui s'est passé. On évoquera la gestion de la crise des premières heures jusqu'à la libération de nos soldats. Ça sera juste après ça. Qu'est-ce qu'il... Seigneur. Patriote un jour, patriote toujours. Toujours. La vie ou la mort, nous verrons. Non, c'est pas ça, c'est pas une devise. Mais j'ai dit quand même. Et puis c'est même pas la juste devise en plus. Je sais. C'est le Burkina Faso, c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Bon, alors les amis, que s'est-il passé? Que s'est-il passé depuis le 10 juillet? Déjà, une mission de notre armée ivoirienne donc, se rendait au Mali et nous apprenions que cette mission-là donc, avait été interpellée. Non, ce qui s'est passé, c'est que depuis la crise qui a éclaté au Mali, la Côte d'Ivoire, vous savez qu'elle a envoyé des soldats dans le cadre de soutien aux forces de l'ONU. Donc c'était pratiquement la 8e rotation de ces troupes-là. Et donc, ces troupes qui sont parties, ils sont partis dans 2 avions. Un avion qui transportait des hommes et l'autre qui transportait du matériel. Arrivé à l'aéroport, au début, il faut le dire clairement, ils étaient 50. Mais finalement, c'est 49 qui sont arrêtés. Le pouvoir d'Abidjan, c'est parce que c'est 2 jours après que, comment on appelle ça, Abidjan a réagi. Pendant les 2 jours, le Mali traitait les soldats ivoiriens de mercenaires, venus déstabiliser le Mali dans un coup d'État et autres, plein de choses. Finalement, Abidjan a réagi pour dire non, ce ne sont pas des mercenaires, mais ce sont des soldats ivoiriens qui sont allés pour soutenir les forces des Nations Unies qui sont en place. Et c'est la 8e rotation. Donc on demande leur libération. Bon, après, de communiqué en communiqué, le ton a commencé à se durcir entre les 2 pays. Donc finalement, on en est arrivé jusqu'à ce point-là. Jusqu'à ce que même la CEDEAO lance des sanctions
contre le Mali et autres, tout ça, c'est compliqué. Donc, en gros, de façon ramassée, c'est ça. Il y a eu le ton, il a parlé tout à l'heure de dureté de ton, de fermeté dans le ton des autorités ivoiriennes. Et il y a eu aussi, au niveau malien, également de la fermeté dans les réponses. Il a fallu donc une médiation. Oui, mais sur le ton, il faut quand même dire les choses, parce que ça, c'est quand même factuel. C'est-à-dire que quand les soldats sont arrêtés, la première des choses qui a lieu, c'est que les deux pays se parlent. C'est ça. Les deux autorités se parlent. On ne peut pas faire comme si c'est le fait de taper sur la table qui compte. Non. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, je ne sais pas, je dis n'importe, mais mettez-moi, c'est vraiment caricatural, mais mon fils rentre dans la maison du voisin, et le voisin, effectivement, s'en offusque. Ah, mais qui est cet étranger qui est rentré chez moi? Je l'accuse, il est venu me casser les choses. Et puis le voisin dit, ah non, non, excuse-moi, c'est mon fils. Je dis que déjà, à partir du moment où, franchement, je ne sais pas si le mercenaire, on l'associe à un pays. Il y a très peu de pays qui ne reconnaissent pas les mercenaires. C'est-à-dire à partir du moment où il y a un pays qui dit, ce sont mes soldats, désolé, il y a eu un petit souci au niveau de la paperasse. Je pense que la moindre des amitiés aurait été d'écouter quand même ce dernier, de lui ramener ses soldats par signe d'amitié et de fraternité. Donc à partir du moment où ça se corse, donc de façon publique, on commence à dire il faut que nos soldats sortent d'ici telle date, il faut qu'ils soient libérés d'ici tel jour, etc. Et donc justement, ça a commencé à s'enchaîner. C'est ce que je voulais préciser. Oui, ce que André dit est tellement juste, mais je pense que peut-être qu'il faut donner un certain nombre de précisions pour que les gens comprennent encore davantage. C'est vrai que si vous vous rappelez bien, la première intervention, ou du moins la première déclaration du porte-parole de l'état-major est faite le mardi. Les soldats sont arrêtés le dimanche. Est faite le mardi par le porte-parole de l'état-major. La déclaration du CNS qui demande ou qui enjoint la junte de libérer les soldats est faite mercredi. C'est à la suite du Conseil national de sécurité. La déclaration est lui-même par le secrétaire général du Conseil national de sécurité, qui est le directeur du cabinet du président de la République. Et ça s'est fait mercredi. Mais ce que les gens ne savent pas, et qu'il est important de dire, c'est qu'au lendemain de l'arrestation des soldats, c'est-à-dire le dimanche, le lundi, le président Ouattara a échangé avec le président Assimi Goïta. Non, c'est le dimanche soir, le soir même. Ah, voilà, le dimanche soir même. Voilà. Alain même me redonne la date encore. Et le président Assimi Goïta lui a donné les assurances que tout rentrait dans l'ordre. Donc, on est surpris que 48 heures après, 72 heures après, rien n'est fait dans ce sens, mais bien au contraire. On montre aux yeux de la communauté nationale et internationale qu'on a affaire à des mercenaires. Et quand on sait déjà... On annonce. On annonce déjà qu'on a affaire à des mercenaires. On a voulu des preuves, à un moment donné. On annonce déjà qu'on a affaire à des mercenaires. Et vous voyez un peu l'information qui est diffusée. Comme quoi, on est dans une dynamique de déstabilisation, sans oublier que déjà on sortait, il y a une dizaine de jours, des sanctions qui venaient de prendre fin, des sanctions qui, selon même l'entendement des Maliens, bien évidemment, grâce aux canaux diffusés sur les réseaux sociaux et autres, avaient été plébiscités, ou du moins l'instigateur de ces sanctions était le président Ouattara. Alors qu'en réalité, le président Ouattara n'est ni le président de la CEDEAO, il n'est juste qu'en exercice de la CEDEAO, il n'est que le président de la Côte d'Ivoire. Et donc il y avait tous ces éléments-là, on a tout de suite compris qu'il y avait une volonté manifeste de ruser avec Abidjan. C'est ce qui a fait qu'Abidjan décide donc de taper du poing sur la table pour dire mais non. Une chose est sûre, Abidjan décide de taper du poing de la table, donc de durcir le temps, d'exiger le retour de ces soldats, la libération de ces soldats, mais ça coince. Et donc, Alain, la diplomatie rentre en jeu. C'est ça, exactement. D'abord, le secrétaire général de l'ONU qui demande à la tribune des Nations Unies et dans les couloirs également la libération des soldats. Entre-temps, la CEDEAO s'est saisie évidemment du dossier, mais compte tenu de la tension ou de la mauvaise qualité de la relation entre la CEDEAO et le Mali, la médiation a eu tout de suite du plomb dans l'aile. Et alors a été actionné l'axe de Lomé avec le président Faure Gnassingbé. Je voulais quand même revenir sur les propos qui ont été tenus par Élysée et dire que en l'état actuel des choses, on ne pourra que faire des supputations sur ce qui s'est vraiment passé et qui a conduit à l'arrestation de nos compatriotes. C'est en cela qu'une fois le temps de l'unité nationale passé, il faut que le Parlement, notamment les deux chambres, se saisissent de cette affaire pour savoir qu'est-ce qui a vraiment dysfonctionné, qu'est-ce qui a été la source de malentendus, pour citer le chef de l'État. Parce qu'on a quand même une cinquantaine de nos compatriotes qui sont projetés sur un théâtre étranger et qui sont arrêtés et détenus durant la moitié d'une année, c'est-à-dire pendant un semestre.
qu'est-ce qui s'est véritablement passé, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, je pense que ce sont des propos qu'on tient à partir de ce qu'on lit dans la presse ou ce qu'on entend ici et là, mais je pense qu'il serait bon quand même dans un état de droit, dans une démocratie même en construction, que le Parlement, qui est le représentant du peuple, soit suffisamment informé de cette situation. Donc on a un Sénat et on a une Assemblée nationale. Je pense que ce sont des éléments importants parce que cela se fait partout, hein. Voilà, ce n'est pas une récupération politique. Je pense même que c'est important parce que demain, ce sont des sportifs, des artistes qui peuvent être pris en otage pour telle ou telle raison sans que l'on puisse quand même savoir. Et je pense que cette affaire doit avoir une vertu pédagogique. On tire les leçons de ce qui s'est passé afin que dans le futur, on puisse éviter une telle situation. Donc, je pense qu'on attend davantage d'informations. Sans remettre en cause, pardon, pour terminer, les versions officielles de part et d'autre qu'on a entendues. D'accord. Moi, j'entends Alain et je pense que ce qu'Alain dit, c'est quelque chose qui est tout naturel. Ça veut dire que la logique veut qu'on soit vraiment édifié sur ce qui s'est passé. Et ça, pour moi, c'est le fond. Mais dans la forme, déjà, je dis, et ça, je le soutiens, le Mali ne l'a jamais contesté. La Côte d'Ivoire l'a confirmé. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a échangé avec Assimi Goïta. Vrai ou faux? Vrai. Personne ne peut le contester, ni l'État malien, ni la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire l'a confirmé, l'État malien n'a pas démenti. Donc, si le président Ouattara a échangé avec Assimi Goïta, qui lui a donné les assurances que tout rentrerait dans l'ordre, donc moi, je me dis que dès cet instant, dans la forme, il y a un problème. Parce que si tu donnes l'assurance au chef de l'État ivoirien que tout rentre dans l'ordre, je me saisis du dossier, tout rentrera dans l'ordre, et que 6 mois après, on soit en train de discuter, de pinailler encore pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché, je crois que quelque part, il y a un souci. Parce qu'après, ce qui a coincé, attends, j'explique, ce qui a coincé un peu dans la machine, qui a grippé la machine par la suite, c'est après quand Bamako ne prenait plus le téléphone d'Abidjan. Parce que ça aussi, c'est des choses que les gens ne vous ont pas dit, ou qu'on n'a pas dit à tout le monde. Mais ils ne prenaient plus le téléphone. Donc finalement, on était obligé de recourir à la médiation malienne. Mais moi, je vais quand même juste sur l'intervention d'Alain. Non, ce qu'il dit, c'est vrai, mais nous jouons notre rôle. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe de tribune. Les députés, c'est une exhortation à ce que notre démocratie fonctionne. Mais l'autre point de notre démocratie, c'est la presse. C'est nous. Nous sommes des observateurs indépendants, je pense. Et quand même, nous, on peut juger que par rapport à la somme d'informations que nous avons, nous pouvons tirer quand même un minimum de conclusions. Il peut arriver. La somme d'informations que nous avons est suffisante. Ah, mais bien sûr. Revenons sur ce cas-là. Mais bien sûr, la somme d'informations que nous avons, c'est suffisant. Personne n'a dit que nos soldats qui sont arrivés au Mali ce jour-là avaient tous les documents qui leur permettaient d'assurer leur mission. C'est ça, c'est-à-dire que ce qu'on dit, et les Maliens le savent, ce qu'on dit, c'est un dysfonctionnement. Mais les dysfonctionnements, ça existe. C'est-à-dire que le pendant d'un dysfonctionnement, ce n'est pas la prison. C'est ça qu'on doit quand même mettre en évidence. Qu'il y a un dysfonctionnement, je viens là-dessus, tout le monde le reconnaît. Et ça, nous tous, on le sait. C'est pour cela qu'on demande une enquête. Pourquoi il y a eu ce dysfonctionnement? Non, je veux dire, c'est qu'en ce moment, tu ne m'as pas bien écouté. Si, je dis que le dysfonctionnement a été là et que l'Assemblée nationale doit s'en saisir et nos différents parlements, comme tu le dis, j'en suis d'accord. Mais nous, en tant qu'observateurs, il serait bon qu'à un moment qu'on se mouille un peu la chemise. Parce que c'est vrai, moi je pense que c'est très facile qu'on dise non, on attend les députés, on n'attend pas on est tous des observateurs et nous faisons partie de la démocratie, je viens là-dessus. Alors, je souhaiterais que nos avis soient très clairs. André a raison, mais je pense qu'en l'état actuel des choses et des informations dont je dispose, mon information est insuffisante. C'est pour cela que j'en appelle à la représentation nationale. Qui est beaucoup plus au fait. Voilà, qui est beaucoup plus au fait et qui est outillée et à qui la Constitution donne les instruments pour interroger à la fois les plus hauts responsables de la défense, ainsi que même les membres de cette armée merci. Si vous dites des choses tous les deux et que vous êtes d'accord avec, pour dire qu'il il y a quelques nuances. Quelques nuances, mais je ne vais pas le dire. Pour dire je suis d'accord avec vous, André, oui, je suis d'accord avec vous, Alain. Bon, Alain, tranquille. Pour dire qu'il y a un vrai besoin, peut-être, pour faire fonctionner la démocratie, qu'il y a des mécanismes, et donc l'Assemblée certainement, nationale et le Sénat. Et puis derrière, en tant que journaliste, nous également, ils ont des commissions de la défense. Et, donc et Alain a raison, parce que n'oublions pas que quand même, ici on a parlé sur ce plateau, le lendemain ou le surlendemain de prise d'otage. On a été très clair, c'était une prise d'otage, parce que les jours qui ont suivi nous ont permis de comprendre effectivement que c'était une prise d'otage, parce qu'on avait parlé... C'est selon votre regard. Non, là, je ne suis pas d'accord. C'est mon regard, et j'assume. Moi, je vais te donner mon avis. Non, pour moi, ce n'est pas un avis. J'ai parlé de prise d'otage sur ce plateau. Et en plus, les jours qui ont suivi nous ont permis m'ont permis d'être confrontés dans cette position parce que il y a eu une demande
de la junte malienne D'échange de prisonniers. d'échange de prisonniers, d'échange en tout cas de personnes qui se trouvaient, de ressortissants maliens qui se trouvaient sur le territoire national. Requête à laquelle, bien sûr, l'État de Côte d'Ivoire n'a pas répondu, a opposé un non-recevoir. Et c'était tout à fait normal parce qu'on ne négocie pas dans ce genre de situation lorsqu'on a nos soldats qui sont pris en otage, et je le redis. Et il est important à la fin de toute cette situation, on est dans une ambiance, on va dire, de joie. On est heureux de retrouver nos soldats qui sont de retour sur leur terre natale, mais il est important de faire le bilan, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre les dysfonctionnements dont a parlé le chef de l'État. Et pour ce faire, il y a des mécanismes qui existent. Exactement. Daouda, je termine avec vous sur ce point. La question que moi je me pose est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on se demande s'il faut aller à la chambre haute, à la chambre basse et autres. D'autant plus qu'on a toutes les informations, on a toutes les cartes devant nous. On dit que c'est une mission de soutien de l'ONU qui est partie au Mali. La CEDEAO le dit, l'ONU le dit, le communiqué de l'état-major le dit. Le Conseil national de sécurité le dit. Bon, finalement, la ministre de la Défense allemande. Oui, la ministre de la Défense, le ministère de la Défense allemande dit la même chose. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on recherche finalement? Qu'est-ce qu'on irait dire de différent? De différent à l'Assemblée nationale. Si, mais là, pour ça, c'est la question. Moi, je pose la question en fait. Je ne veux pas me faire le défenseur d'Alain, son porte-parole, il est là. Mais je pense que de ce point de vue-là, pour faire aussi jouer la démocratie et marcher la démocratie ivoirienne, il faut que les différents corps, que sont les parlementaires, se prononcent sur les choses. Parce que de toutes les façons, tous reconnaissent qu'il y a eu dysfonctionnement et malentendu. Donc ça veut dire qu'un État, quand il fonctionne, il a besoin de savoir à quel moment il a eu dysfonctionnement. Est-ce que, par exemple, ce qui aurait pu se passer, ça peut être une supposition, on est tellement habitué à y aller sans tout le papier, que finalement, à un moment, on se dit, bon, l'habitude s'est installée. Donc, c'est un dysfonctionnement. Donc, à un moment, on peut aussi se prononcer là-dessus en tant qu'élu du peuple. Et alors, ça, c'est pour ça, je mais pense faut-il faire un débat pour moi? pas faire un débat. Est-ce qu'il faut faire un débat sur une question dans une démocratie qui fonctionne, il faut le faire. Oui, je suis d'accord avec toi, Edith et André. Oui. Le vrai problème pour moi, c'est qu'aujourd'hui, quand le secrétaire général de l'ONU, Guterres, dit qu'on ne devrait pas pinailler sur un problème pour des problèmes bureaucratiques, et toi-même tu le disais tantôt, ils avaient tellement l'habitude, je termine s'il te plaît, ils avaient tellement l'habitude d'y aller, ils étaient à la 8e rotation, ils ont fait 1, 2, 3 jusqu'à 8, donc finalement pour un problème bureaucratique, faut-il convoquer l'Assemblée nationale, le Sénat pour dépenser l'argent public? Pour ce qu'on tout le monde sait déjà. Non, on dépasse pas l'argent public, c'est leur rôle. Non, on dépasse pas l'argent. Alors, s'il vous plaît, parlez pas tous ensemble, s'il vous plaît. J'insiste sur ce point de la mission d'information parlementaire ou commission d'enquête, enfin on pourra l'appeler comme on veut, parce qu'on a eu une vieille tradition en Côte d'Ivoire de laisser passer les affaires sans suite. Je suis d'accord. En 2006, je crois, sous le magistère du président Gbagbo, nous avons un membre de notre armée qui a été arrêté aux États-Unis. Oui. Il a été arrêté et même il y a passé 1 an derrière les barreaux parce qu'il serait allé acheter des armes alors que le pays était... Quand on va, ça va s'envoyer. Il était, semble-t-il, voilà, parce que le pays était sous embargo et puis il est allé aux États-Unis. Ça coûtait environ 2 milliards de francs CFA aux contribuables ivoiriens. Mais cette affaire est passée comme une lettre à la poste. Il n'y a jamais eu d'explication. Personne n'a été questionné. Quelques années plus tôt, on a eu une affaire de détournement de fonds, entre guillemets, de l'aide de l'Union européenne, 18 milliards. C'était sous la présidence du président Bédié. Là encore, je ne pense pas qu'on ait édifié le peuple de ce qui s'est réellement passé. Donc je pense qu'on ne peut pas rester enfermé dans ce type d'habitude en se disant que, bon, puisqu'on a des soldats qui ont été libérés, puisque le chef de l'État s'est exprimé, alors la représentation nationale, c'est-à-dire le peuple, n'a rien à savoir d'autre. Moi, je pense que c'est très important qu'on aille. Parce que pour éviter que cela se reproduise, il faut qu'on sache exactement ce qui a dysfonctionné. Lorsqu'un avion fait un accident, ben, on a les enquêtes qui sont mises en œuvre et on définit la responsabilité. Exactement, et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'accident ou en tout cas que cela ne se produise pas le plus souvent. Donc je pense que c'est quand même important. Une démocratie fonctionne ainsi. On a des élus qui sont dans nos 2 chambres, Assemblée nationale et Sénat, et je pense qu'il serait inspiré que nos plus hautes autorités militaires aillent quand même donner les informations à ces élus-là qui ensuite diront ce qu'il en est exactement. Alors là, on parle sur le plan national, sur le plan sous-régional, on va parler un tout petit peu, on va scruter un tout petit peu l'action de la CEDEAO. Comment la CEDEAO a-t-elle joué un rôle dans cette crise? Certains estiment que son rôle a été mineur, puisqu'en plus de son implication, il a fallu désigner un médiateur. Comment vous appréciez sur le plateau l'action de la CEDEAO?
Non, mais moi, je pense que conclure que le rôle de la CEDEAO était mineur, c'est vraiment faire fausse route. Et puis, je crois que c'est ne pas, excusez-moi du thème, mais ne pas maîtriser vraiment comment fonctionnent les organisations sous-régionales. Quand la crise a éclaté et que la crise était avérée désormais parce que Bamako ne prenait plus le téléphone d'Abidjan, ce que beaucoup d'hommes ne savent pas, le médiateur togolais n'est pas le résultat d'une volonté ivoirienne. C'est même la junte malienne qui propose les offices du médiateur togolais, de la médiation togolaise. Jusqu'à présent, je ne vois pas le rôle de la CEDEAO. Non, je viens. Qui est accepté par la Côte d'Ivoire. Et toute initiative qui doit être prise concernant les différents pays, comme la CEDEAO, pour que la CEDEAO prenne une disposition, on a besoin de l'opinion et de l'avis du pays. Vous savez pourquoi, par exemple, je prends un exemple, rapidement j'ai expliqué, pourquoi, par exemple, les sanctions de la CEDEAO n'entrent pas en vigueur le 1er janvier, conformément à l'ultimatum qui avait été donné. Parce qu'Abidjan a demandé qu'on stoppe, qu'on ne prenne pas des sanctions, parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'être fait par la diplomatie. Donc, quand on dit la CEDEAO a été timide, ce n'est pas vrai. La CEDEAO n'a pas été timide. Abidjan et Bamako ont souhaité qu'au lieu que cela s'étende sous un niveau sous-régional, comme il y avait une proposition d'un médiateur qui est le Togo et qui est membre partie prenante de la CEDEAO, que cette médiation-là soit portée. Maintenant, le Togo fait le point. Et au niveau de la CEDEAO, on prend un certain nombre de mesures pour faire avancer le dossier. Je prends deux autres avis sur la question. Daouda. En fait, moi, je pense que les sanctions de la CEDEAO et le fait... L'action globale, pas que les sanctions. Je parle de l'action globale parce que pour tous ceux qui ont écouté le président, il a chaleureusement salué le président de l'exercice de la CEDEAO, qui est Embalo Sissoko, qui n'a ménagé aucun effort dans cette crise qui opposait la Côte d'Ivoire et le... Pardon, je vous arrête. Lui, du côté d'Abidjan, on a salué l'action, et du côté malien, on a quasiment désavoué l'action. Justement, c'est de ça que je parle, parce que Je faisais juste l'équilibre. Voilà, justement, parce que si d'un côté on désavoue, d'un autre côté on félicite, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. S'il n'y avait pas eu d'action, quelqu'un n'allait pas désavouer, l'autre n'allait pas féliciter. Et le président a félicité pour son travail, pour sa participation à la libération de nos 46 soldats. Donc, en gros, j'estime que la CEDEAO, quelque part, a joué un rôle important dans la libération de nos 46 soldats. Je pense que le président togolais a accepté l'offre de médiation du Mali après avoir consulté la CEDEAO, qui elle-même déjà s'était saisie du dossier. Donc tout cela se fait quand même de manière coordonnée entre l'organisation sous-régionale et celui qui a pris le lead de la médiation, qui était en tout cas en odeur de sainteté auprès des autorités maliennes. Parce qu'il y a pas mal de tensions au sein de la CEDEAO. Les responsables du Mali ont des accointances avec des dirigeants, donc de bonnes relations avec ces dirigeants-là. En revanche, ils avaient des relations un peu exécrables avec la Côte d'Ivoire. Donc le Togo paraissait être celui qui était à même de faire avancer la médiation. Visiblement pas qu'avec la Côte d'Ivoire, parce que le président Embalo oui, mais ça, non, mais je pense que... Oui, mais alors justement, pas encore réagi, comme là, on avait ça dans ce sens-là, André et Madame Bleu, c'est surtout la vraie question aujourd'hui, c'est quel poids aujourd'hui à la CEDEAO face à cette situation. Non, mais c'est la junte malienne, toujours, comme elle veut donner dans la distraction, de nous dire que la CEDEAO n'a pas eu un rôle. Je pense que la pression de la CEDEAO était vraiment, c'était une vraie menace. Et donc ça a eu un impact, je pense, dans la réaction des Maliens. Est-ce que vous n'avez pas imaginé que c'était la libération, justement, après l'ultimatum de la CEDEAO, était un pied de nez de la junte malienne à l'organisation, en leur disant, vous n'avez pas, ils le disent. Mais allons-y plus loin. Le pied de nez, on ne peut pas parler de pied de nez à partir du moment où le président de la CEDEAO, son Excellence Embalo, dit clairement, pour le moment, au 1er janvier, nous n'allons pas faire jouer l'ultimatum. Il le dit. Nous n'allons pas faire jouer l'ultimatum parce que nous donnons la chance à la négociation qui est en train de se... Donc ce que je veux dire, c'est que l'institution CEDEAO observe aussi ce qui se passe entre les États membres. Il y a un médiateur qui a été accepté par un moment, ce n'est pas parce qu'on est CEDEAO qu'on fait tout et n'importe quoi. Ils ont dit simplement... Écoutez, il se trouve que le médiateur est très bien apprécié par les Maliens qui l'ont accepté. La Côte d'Ivoire aussi aime le truc. Donc, il n'y a pas de raison. Ce n'est pas une question de... La CEDEAO, quand même, je dis, vis-à-vis par rapport au Mali, la CEDEAO quand même, a eu un comportement quand même assez élégant de dire, bon, OK, ils sont en train de discuter, on ne va pas donc sortir
faire chiffon arrêter rouge, hein. la menace. Donc voilà, donc je trouve que la CEDEAO était dans son rôle. Et moi-même, je pense que ça, l'autre enseignement, puisque Alain en parle, il faut que justement les peuples de la CEDEAO se posent vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'on va faire demain pour que n'importe qui n'arrive pas à la tête des États dans n'importe quelle condition. Et il faut qu'à ce niveau, la CEDEAO soit forte et ferme sur la violation de la Constitution, sur justement l'arrivée au pouvoir de façon avec effraction. Et tout ça, je pense que c'est là le fond du sujet. C'est ce qui va faire qu'on va respecter. Mais justement, si j'en parlais, je parlais du poids de la CEDEAO, c'est qu'il y a certaines crises. Ce n'est pas la première, donc la Côte d'Ivoire ou le Mali, où justement la CEDEAO, en plus, a eu besoin de faire appel à un médiateur ou à une situation. Elle-même, en tant que CEDEAO, a montré un tout petit peu ses limites. Non, mais la diplomatie fonctionne ainsi. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, sur les États membres de notre organisation, le Mali n'a pas forcément envie de discuter avec un certain nombre de dirigeants. Et celui qui apparemment a une bonne connexion avec Bamako, c'est le président du Togo et son ministre des Affaires étrangères qui a ses entrées au Mali, puisqu'il est très ami à l'actuel ministre des Affaires étrangères malien. Donc tout cela facilite quand même des liens et des relations, disons des liens particuliers. Mais aujourd'hui, vous imaginez, nous sommes un tout petit peu dans un club où si mes inimitiés avec certains membres du club déterminent le rôle de ce club-là dans une médiation. Mais bien sûr. Bien sûr, quand vous êtes même dans un club d'amis et qu'il y a une petite dissension, je pense qu'on essaie d'envoyer celui-là, on dit, toi tu es plus proche de l'autre, machin, ça se fait. Pour ça, je pense que, soyons clairs... Vous imaginez, pour la question, je vous interromps un tout petit peu, André, mais c'est une question pour tout le plateau, juste avant d'aller à la pub. Vous imaginez aujourd'hui, donc la question, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la CEDEAO est un instrument lourd, crédible et fort pour pouvoir parer à ce genre d'éventualité? Oui, mais la CEDEAO puisera ses forces dans les ressources que lui donneront ses États membres. C'est ça. Voilà, lorsqu'elle prend des décisions et qu'on fait un peu comme au supermarché, on va dans tel rayon, on prend ce qu'on veut et puis dans l'autre, on ne prend pas, c'est un tout. On est membre d'une organisation. Lorsqu'elle a décidé quelque chose, il faut que les États membres s'allient. Moi, je pense que l'avenir de notre sous-région, c'est l'intégration régionale. Et c'est la CEDEAO qui porte ce beau projet et nous devons faire en sorte qu'elle devienne une organisation puissante au service de la paix et du développement. Pour chacun, hein, si vous souhaitez, avant qu'on aille à la pub. Moi, je pense que la CEDEAO est une organisation quand même forte. Il faut dire que de 2012 à 2017, la CEDEAO était la meilleure organisation sous-régionale en Afrique. La CEDEAO, vous pouvez aller le vérifier, c'était l'organisation la plus forte, vraiment avec le leadership du président Ouattara quand il était le président pendant un moment. La CEDEAO avait atteint un certain niveau. La CEDEAO a commencé à dégringoler quand on a commencé à subir tout ce qu'on a vu dans ces 2 temps, avec les régimes qui volaient en éclats et des coups d'État interminables, ce qui a fragilisé fondamentalement la CEDEAO. Sinon, aujourd'hui, à l'Union africaine, la CEDEAO était l'une des organisations sous-régionales les plus dynamiques. Parce que ce que beaucoup d'hommes ne savent pas, c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, c'est une réalité, mais beaucoup a été fait à la CEDEAO. C'est ce que vous appelez l'intégration sous-régionale qui permet aujourd'hui à Edith Brou de quitter Abidjan, aller à Dakar juste avec son passeport. Et puis, mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de sous-régions. Dans des organisations sous-régionales des autres pays, on est obligé d'avoir des visas encore, je vous dis, des pays voisins qui sont dans la même organisation. Donc, il y a des efforts qui ont été faits par la CEDEAO. Maintenant, toujours est-il que ce n'est pas suffisant. Il faut encore pousser le bouchon plus loin. Mais on ne peut pas dire que la CEDEAO reste amorphe et inefficace. Ça, ce n'est pas aussi vrai. Bon, les amis, et ce que, franchement, beaucoup d'hommes ne savent pas, c'est qu'il y a la pub. Il est 19h29, vous regardez Live TV, bienvenue pour ce programme, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Si vous êtes là depuis le début, eh bien merci de choisir les programmes de la télévision sans fil. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Sur le plateau ce soir, nous avons Madame Edith Brou-Bleu. Voilà le drapeau. Monsieur Alain Toussaint, s'il vous plaît. Voilà. En rythme et en couleur. Yeah. André Bois est avec nous, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, et c'est son drapeau. Voilà, il a le drapeau. Voilà. Sa Majesté Daouda, voilà, qui aime son drapeau, qui chérit son drapeau, qui embrasse son drapeau, qui vit la Côte d'Ivoire dans son cœur, dans son âme. Pour elle, je serai prêt à mourir. Très bien. Bon, voilà. On ne te mettre parmi les soldats. Ceci dit, je ne sais pas leur responsable, on va évoluer. Et nous avons Monsieur Élisée Bolougbe, voilà, dites le prophète finalement. Non mais finalement, votre optimisme,
aura eu raison de toutes les situations par lesquelles nous sommes passés. Parce qu'effectivement, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Il y a eu des pourparlers, on a parlé du ton qui a durci, on a ensuite parlé de la médiation. Et puis, à un moment, tout le monde s'attendait à ce que les choses soient complètement... qu'on arrive à une vraie décrispation. Et bim, on a eu le procès. J'avoue, très sincèrement, peut-être à part Élysée, ce procès-là, il nous a fait nous poser des questions. Absolument. On dit, mais que veut... Pas Élysée. Moi, la dernière fois, je suis passé sur le plateau, j'étais assis là, je lui ai dit que pour moi, c'était ça, le dessin. Il n'y avait pas autre chose. Non, en on fait. se posait des questions. En tout cas, Brice Enfin, et moi, personnellement. on se Non, mais posait non, des Mais je veux dire, questions quand on a entendu 20 ans, tout le monde a dit, OK, bon. Mais le problème, c'est que moi, ce n'est même pas les 20 ans qui m'ont choqué. C'est la procès. condamnation même à mort des 3 femmes soldats qui ont été libérées avec la médiation togolaise qu'on condamne à mort. Très bien. Revenons un tout petit peu, Là, si vous là, le voulez on est- bien. on est Vous êtes complètement- bien. On va revenir sur le procès. La forme du procès, déjà, avant de parler dans le fond. La forme du procès. Mais juridiquement, Le procès intervient, et ce qui est extraordinaire, c'est que le procès intervient quelques jours après la visite donc, des autorités ivoiriennes. Après le donc, mémorandum. après le Après la signature du mémorandum. où tout le monde imaginait que ce mémorandum-là, Parce qu'on s'imaginait après, je veux dire le lendemain ou le surlendemain, donc après la avant une visite, décision de la jeune voilà, malienne. de la délégation ivoirienne et de la signature du mémorandum, on s'imaginait qu'il rentrerait ou deux Avec jours, le 3 communiqué, jours on a dit que après. c'était un Voilà. malentendu, nous nous sommes parlé avec les Simplement, autorités exactement. maliennes, nous nous sommes entendus. Et là, annonce d'un procès. Tout le monde s'est dit, est-ce que c'était dans la juste logique des choses? Non, mais, et Est-ce surtout, qu'il il y a faut pas le un coup de préciser, et nous-mêmes à un moment, on a été aussi induits en erreur, comme beaucoup de nos confrères, qui ont commencé à annoncer que le procureur avait requis des mois avec sursis, là, vous 6 savez, mois. la première journée. C'est ça. Pourquoi justement la question que Brice pose est importante? Parce qu'avec ces deux informations, ça montre qu'on se disait, d'accord, procès, ceux qui ont été choqués, d'accord, procès, mais c'est juste la formalité. Parce qu'aller condamner des gens à 20 ans, et à mort, excusez-moi, c'est suite quand même. Enfin, je pense que le pouvoir malien actuel se prenait les choses sérieusement. Une condamnation à 20 ans, ça ne se fait pas comme ça, comme si on était au marché. Une condamnation à 20 ans, c'est un procès qui est renseigné, c'est un procès qui a été enquêté, enfin, en tout cas, une instruction avec beaucoup d'éléments avant d'aller. Donc, Ils vont estimer que pendant manifestement- 6 mois, ils ont eu 6 mois pour préparer le procès, ils vont le dire. Merci. Non, mais ça, c'est très intéressant. Admettons même que je sois 6 mois. Je vous mets au défi. Parce que le problème, ce n'est pas de dire ça. Dans le monde, un procès sérieux En assise. en assise qui s'est fait criminelle. au criminel, qui s'est fait 2 ans après, je dis bien 2 ans après, donc je suppose qu'ils ont fait 2 ans pour faire les enquêtes, et qui a donné son verdict en 2 jours. Ça n'existe pas. Alors. Je le dis, je mets quiconque au défi, ça n'existe pas. Alain, Avec une condamnation à 20 ans. Un peu de sérieux. C'est très passionnant tout ce que dit André et je pense que c'est un point important. Mais en politique nationale ou en relations internationales, il y a ce qu'on appelle la raison d'État, Très bien. qui est le principe à partir duquel un État peut violer la loi ou le droit. Je ne pense pas qu'il soit prescrit quelque part qu'un procès en assise doit forcément durer 6 mois, 2 ans, voire 2 décennies. Il y a une urgence. La raison d'État a commandé aux autorités d'abord ivoiriennes de discuter avec les autorités maliennes. Et celles-ci, au nom de cette raison d'État, ont accédé à un certain nombre de demandes émises par leurs homologues de Côte d'Ivoire. Et c'est la même raison d'État qui a guidé, par exemple, en 2009, la prise d'une ordonnance par Laurent Gbagbo pour permettre l'éligibilité du président Ouattara et du président Henri Konan Bédié. Écoute, ça n'a Non, strictement rien à attendez, voir. non, attendez, mais je vais terminer. Ouais. Et cette raison Mais je d'État, dis cela que ça souvent, n'a rien à voir. elle se cache derrière des expressions du style la réconciliation, etc. Au nom de la même raison d'État, parce que le président Ouattara, par exemple, veut la paix, la cohésion sociale, il a permis que des personnes qui ont été condamnées à 20 ans de prison se baladent dans notre pays. Je ne cite pas les noms, mais vous savez de qui je parle. Très bien. Voilà. Donc, la justice, je veux dire, elle n'est pas moins administrée au Mali ou en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays. Parce que si on fait un hit parade, un classement, je pense que beaucoup de pays africains vont squatter la première place de la justice quand même. Avant de donner la Enfin, parole. qui peut appeler Si je peux interrogation. Oui, je sais. Je n'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Mais là, Je suis un peu long, mais, Oui, mais parce que ce sont des éléments importants. Justement, On est on va avancé partager. avec- Voilà. on Donc, essaie je vous permets de
de terminer en quelques secondes, parce qu'on va faire un tour de table. Allez-y, allez. Voilà, donc je veux dire, avant de critiquer la manière dont la justice est administrée, il faut souvent relativiser. Parce que nous sommes dans un contexte politique et diplomatique. Les deux États ont signé un mémorandum et je ne pense pas que le président Ouattara ait eu à l'esprit ce type de propos. Voilà, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Voilà, les dirigeants savent exactement ce qui s'est passé et ils savent le contenu du fameux document qu'il est lié aujourd'hui. Vous conviendrez avec moi et vos camarades que le procès ne s'est donc pas tenu dans les règles de l'art, vu que vous parlez de la raison d'État qui a pu justifier. Très bien. La même raison d'État qui guide, par exemple, des exécutions extrajudiciaires de la France contre des terroristes bon, ça, ce sont des exemples, mais après on ne va pas les commenter. L'ouverture de Guantanamo, etc. Je retourne vers... Justement, là où il y a une vraie incohérence dans ton discours, c'est que tu ne peux pas nous dire je condamne les exécutions extrajudiciaires en France et puis approuver ce procès. Non, pas en France. Est-ce qu'on est d'accord? Non. André, je parle de la raison d'État. Non, à partir du moment où... En 2019, quand le président Hollande fait éliminer des responsables, entre guillemets, djihadistes au Moyen-Orient, il invoque la raison d'État. Et c'est la même raison d'État qui, par exemple, guide les autorités américaines quand elles extradent à Guantanamo. Alors, et pour revenir à la situation, qu'est-ce qui nous ramène, Alain, tout à l'heure à vous, mais qu'est-ce qui nous ramène au procès, cette raison d'État, là, son lien La raison d'État, c'est l'intérêt supérieur de la nation qui fait que le président peut décider qu'un procès ait lieu en 24 heures ou 48 heures. Ça fonctionne comme ça. Sauf que... Et au Mali et ailleurs, dans plusieurs pays d'Afrique. Très bien. Donc, si, à ce moment-là, Alain rejoint tous ceux... Non, je ne qualifie pas la manière dont cette justice est administrée. Je vous dis c'est la raison d'État. Mais pour l'instant, la qualification était sur le plateau lorsqu'on était en train de décrire le procès. Oui, vous allez aller au bout, je vous promets, André. Mais on parlait justement du fait que ce procès ne soit pas tenu dans les règles de l'art. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Vous n'en savez rien parce que c'était à huis clos, vous ne pouvez pas le savoir. Mais si on peut le savoir, je vais vous dire pourquoi. Puisque vous évoquez vous-même la raison d'État. Vous-même, vous évoquez la raison d'État. Oui. Un procès reste quand même quelque chose de scientifique. Quoi que vous pensiez. C'est-à-dire que s'il y a 49 personnes qui sont condamnées, l'instruction concerne 49 personnes qui doivent... être au moins entendues? Non seulement qui doivent être entendues, mais dont les dossiers sont forcément différents. Peut-être parmi les 49, puisque vous les accusez de mercenariat ou de charge d'armes, il y a peut-être quelqu'un qui n'a jamais chargé son arme, et puis il y en a un qui a tiré, il y en a un qui... C'est ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a des nuances sur chaque dossier. La raison d'État est au-dessus de tout ça, André. Mais une fois qu'on a dit ça, on est d'accord que, scientifiquement, il y a des dossiers qui ne peuvent pas tenir 48 heures. Ce n'est pas possible. Sauf que, comme Alain nous le dit, il y a la raison d'État, mais c'est là, maintenant, moi, je vais aller dans son sens. Oui. La raison d'État ici me montre juste, Alain, me montre juste que la jeune, c'est pour ça que je continue de l'appeler la jeune, ce sont des putschistes, ils ne connaissent rien à la raison d'État. Parce que la raison d'État aurait pu nous éviter le procès. Parlons-en. Puisqu'on parle de raison d'État, qu'est-ce qui empêchait la junte malienne et tous ceux qui les conseillent de dire, au regard de l'intérêt supérieur de notre sous-région et de l'ensemble des liens qui nous lient, il n'y aura pas de procès. Alassane Ouattara, venez chercher vos soldats. Puisque vous évoquez la raison d'État. Je suis d'accord avec vous, André. C'était quoi cette mascarade? Mais qu'est-ce qui empêchait justement qu'on en arrive là? C'est parce qu'il n'y avait pas de dialogue. Maintenant que les ponts ont été rétablis, le calendrier s'est accéléré. Mais Alain, il faut reconnaître que le procès intervient juste après la visite. Le dialogue, la signature du mémorandum. C'est ce que je vous dis. Est-ce qu'on n'imaginerait pas, et ça peut-être que ce procès, quand on finit de critiquer ou d'apprécier le procès, est-ce qu'on n'imagine pas finalement que ce procès faisait même partie du mémorandum, puisqu'on ne le connaissait pas? C'est pour ça que je reviens encore sur les propos de Daouda la dernière fois, lorsqu'il parlait des parodies de... Simulacre et parodie. Simulacre et parodie de procès. Il a parlé de la raison d'État. OK, on peut considérer que ce procès n'a pas respecté les règles de l'art. Il a été expédié. Après, on ne sait pas comment ce procès s'est tenu, parce que c'est fait à huis clos. Mais c'est pas méconnaissance du mécanisme ou c'est pas raison d'État. Exactement. On ne sait pas. Mais il s'est fait juste après le mémorandum qui a été signé entre les deux parties, entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Mali. Et la raison d'État, comme il a dit, prime sur tout. Finalement. Donc, la raison si c'est la raison d'État. C'est pour ça que je... Mais même la raison d'État ne prime pas sur tout. C'est pour ça que je n'étais pas d'accord, bien sûr, avec la manière de qualifier ce procès, parce qu'on peut parler de parodie, de simulacre de procès, mais on est dans une diplomatie qui est en cours. Au même moment, et on ne sait pas les tenants et les aboutissants, il y a un procès qui se tient 2 jours ou quelques jours après la visite de la diplomatie ivoirienne. Et tout de suite, on se pose des questions. Oui, mais est-ce que ce procès, finalement, ne va pas aboutir à quelque chose de plus... Est-ce que le procès ne faisait pas partie d'un deal? Est-ce que ça ne faisait pas partie d'un deal, je pense que, Brice, oui. Sortant des supputations, je pense que ça, on est dans la spéculation, dans l'esprit.
Ce qu'André a dit est clair. Le procès est scientifique. Le procès, il est scientifique. Donc, quand tu estimes, dans ce cas-là, en fait, on parle des raisons d'État. Allons-y dans les années Gbagbo. Lorsqu'il prenait son fameux article pour faire de Alassane Ouattara, l'article 48 pour faire de Alassane Ouattara candidat candidat exceptionnel. C'est la raison d'État. Donc, qu'est-ce qui empêchait Assimi Goïta de dire, pour raison d'État, Alassane Ouattara, on a signé un mémorandum entre nous, entre ce qui a été lu dans la presse, entre nous, on va renforcer notre coopération, notre fraternité, tout et tout. Mais je ne te pose pas la question, non, il dit, t'inquiète pas. Il faut lui poser la question à Assimi Goïta, je ne parle pas de moi. Je parle d'Assimi Goïta. Elle ne parlait pas d'elle. Donc, parle d'Assimi Goïta. Mais c'est une façon de parler. À chaque moment, ça peut m'arrêter, Bruce. Non, mais pourquoi vous dites à chaque moment, je vous arrête combien de fois? Donc, ce que je vais dire, c'est que pourquoi est-ce que Assimi Goïta ne pouvait pas dire, M. Alassane Ouattara, venez prendre vos soldats, puisque nous avons signé un mémorandum, au lieu de partir dans un procès en assise qui ne respecte même pas les normes de base. Bon, c'est ça ma question. Je vais imaginer. Oui, imagine beaucoup de choses dans ma tête. Toi, tu as beaucoup d'imagination. Toujours dans ta tête. Ça, on peut dire quelque chose aussi. Exactement, je viendrai à vous tout à l'heure, Élisée. Peut-être que M. Assimi Goïta, à un moment donné, dirige donc une junte, dirige donc un gouvernement, dirige donc un pouvoir, qui n'a pas envie de perdre la face devant son peuple. Merci. C'est tout, tu as résumé, c'est là que je voulais aller. Oui, mais il y a deux dimensions. Donc finalement, on n'est plus dans les deux pouvoirs sont confrontés à deux opinions publiques. Le président Ouattara, à qui l'opinion ivoirienne demande des comptes et la libération des Ivoiriens, et de l'autre côté, un chef de l'État qui est obligé aussi d'écouter son opinion publique qui ne souhaite pas... Non, il ne peut pas écouter son opinion, c'est lui qui nous a parlé de mercenaires. L'opinion publique. Attends. En fait, finalement, J'ai Élisée en une minute. André, oui, André, terminez. S'il vous plaît, allez, vous terminez. Et j'ai Élisée pour terminer. En fait, c'était une relance. J'ai compris. Vous me laissez respirer un peu. Voilà. Donc, et de l'autre côté, les autorités maliennes qui, elles aussi, doivent répondre aux attentes de leur opinion publique, voilà, de leur population, face à une situation. Parce que vous imaginez qu'on remette comme ça les Ivoiriens en liberté, sans même qu'il y ait eu un début de procès, je ne pense pas que cela ait été accepté. Exactement. Élisée Polougbe, je termine vraiment avec vous. Oui, moi je pense que... Ce que les gens ne savent pas. Non, les présidents plus ou moins ont ouvert la brèche. Hein. Tout ça, c'est un scénario. C'est un scénario déjà pour ne pas perdre la face. Aujourd'hui, quand vous regardez, qu'est-ce qu'on retient dans l'opinion? On retient que les soldats sont condamnés. Assimi Goïta leur donne la grâce et les soldats ivoiriens rentrent en prison. C'est tout. Donc aujourd'hui, dans l'opinion, et c'est ce que justement la jeune voulait qu'on retienne, que les soldats... Et en plus, elle n'a pas été... Elle est sortie des pays pour dire je ne fais pas partie des pays intimidables et non, c'est pas un quelconque ultimatum de la CEDEAO. Non, moi je ne me mets pas trop dans ce discours. Moi, ce que je veux juste vous dire ne pas perdre la face, c'est important. Oui, c'est important. Exactement, c'est important pour la jeune. D'autant plus que depuis 5 mois, vous ne faisiez que dire, ou du moins vous ne faites que dire que ces soldats-là sont des mercenaires. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain les transférer du mercenaire à des simples soldats. Donc il faut qu'on sauve la face. Et comment on sauve la face? On sauve la face en donnant des conditions qui nous permettent de sauver la face. Exactement. On fait un procès. Je l'ai dit ici la dernière fois dans le scénario. Je voyais venir, j'ai dit le scénario qui est là. Le prophète Élisée. Assimi Goïta va paraître dans l'histoire comme quelqu'un qui a absous nos soldats. Et comment il paraît comme quelqu'un qui a absous nos soldats? Il faut que ceux-ci soient condamnés. Donc on crée la question du procès. Et puis, on condamne nos soldats et lui, il vient les absous. Aujourd'hui, l'histoire retient que quoi? Nos soldats sont allés au Mali, ils ont été condamnés par la justice à des peines de mort. Et aujourd'hui, le président Assimi Goïta les a graciés et ils sont rentrés le lendemain en Côte d'Ivoire. Et surtout, il les a graciés en dehors de l'ultimatum que la CEDEAO, parce que dans le communiqué, le gars dit, à un moment donné, le porte-parole, il précise, il dit dans le communiqué qu'il est censé lire, je répète. En fait, c'était une bataille d'ego. Nous, on sait qu'Abidjan a dit que ce n'était pas la peine. C'est le tigre qui clamait sa tigritude. Non, c'est ça. C'était juste une bataille le scénario. On va retenir après ce débat, la victoire diplomatique. La victoire diplomatique et surtout, peu importe comment ils sont rentrés, mais déjà pour les familles, pour les soldats eux-mêmes, parce que rester en détention, même s'ils sont formés pour supporter beaucoup de choses, mais rester loin de leur pays, en détention dans un pays étranger, sans connaître ça le lendemain, mais on peut dire simplement, vous avez bien traité. André, il y a votre JT. Non, surtout aussi pour les liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali. On en parle après le JT, c'est ça. Vous avez dit pour les liens séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali, il fallait qu'on en arrive là. C'est après le JT.
ça. Après le JT. On retrouve le JT. Parce que ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il y a le JT. Voilà, ça. Exactement. On va au JT. Le JT, c'était l'affaire de Sharon Camara. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk en compagnie d'Élisée Bolougbe, en compagnie de Madame Edith Broubleu. Avec nous ce soir sur le plateau, Sa Majesté Daouda, 2 doigts. Voilà. C'est 2 fois Kourama. Ah, c'est 2 fois Kourama. Je connais bien. Et André Bois. Voilà. De magnifiques bleus Mitterrand ce soir sur le plateau. Franchement, Je valide. Voilà. Ouais, quand c'est bleu, vous validez. Voilà. Je ne trahis pas mon nom. Et le monsieur Alain Toussaint qui, comme moi, avons décidé de chausser des chemises. Oui. Voilà. ZRI, ZRI, voilà, ouais. c'est un référence. C'est-à-dire que nous restons forts. La Côte d'Ivoire reste et demeure forte. Toujours. Ouais, c'est important. C'est important. Qui de plus que le roi que je suis porter haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Alors, les amis, on a évoqué, juste avant de recevoir notre invité, on évoquait donc juste avant le JT la question donc des 49. Aujourd'hui, ils sont rentrés, ils sont libérés. Ben, que va-t-il se passer? Eh bien, next step, les rapports entre la Côte d'Ivoire, quand je dis la Côte d'Ivoire, donc les pouvoirs ivoiriens et maliens. Je crois qu'on a une invitation donc, pour le président Assimi Goïta donc, à se rendre à Abidjan quand il veut. À sa place, je n'accepterai pas très vite une telle invitation. Sait-on jamais. Bon, on n'est pas rancunier en Côte d'Ivoire. Et aussi entre les peuples ivoiriens et maliens, entre l'armée ivoirienne et l'armée malienne, on décrypte un peu rapidement les amis. Moi, je pense que... Tout est rentré dans l'ordre selon vous? Bon, plus ou moins, si en fonction de ce que quand tu écoutes ce que le président de la République a dit, qui a dit que l'État de Côte d'Ivoire a préféré privilégier la voie du dialogue, et dans son discours, il a répété à maintes reprises le peuple malien. La Côte d'Ivoire et le Mali, la Côte d'Ivoire et le pays frère du Mali n'ont aucun problème. Donc du coup, je pense que franchement, la coopération va aller bon train, quoi. Et connaissant Alassane Ouattara, qui est un homme de paix, et quand tu regardes notre pays, qui est un pays d'hospitalité, je veux dire, ça ne sert à rien de rendre le mal par le mal, en fait. Il faut avancer simplement. Très bien. Voilà. Un avis différent, peut-être? Non, moi, je le rejoins. Je pense que la crise est derrière nous. Et le plus important, c'est de privilégier ces relations qu'on a avec ce pays frère, donc le Mali. On l'a vu hein, pendant les 6 mois. C'est clair qu'il n'y a pas eu véritablement de tension entre les peuples. Il y a eu beaucoup d'interventions, d'appels, on va dire, au calme et surtout à la diplomatie. Il n'y a pas eu de tension. Et pour la suite, je pense que cela va continuer. On va maintenir ces relations qu'on a depuis longtemps, ces relations séculaires qu'on a avec le Mali. Et voilà. Très bien. Alors, donc, on a fait un peu le tour de la question. Alors, André, vous parliez tout à l'heure de folklore et concernant donc l'arrivée des soldats. J'avoue que pour vous rejoindre un tout petit peu, je me suis posé un moment la question. Ces éléments des forces armées de Côte d'Ivoire font partie des forces spéciales. Merci, Brice. Et en général, c'est des personnes dont l'identité est souvent gardée secrète. Mais là, on les a affichées, on a affiché leur famille et tout ça au nom d'une liesse populaire. Est-ce que ça a été bien fait? Non, mais moi, c'est pour ça que c'est vrai que, franchement, on est tous heureux, on l'a dit ici, on l'a rappelé, on peut avoir des dissensions par rapport à notre compréhension globale du sujet, mais on est content que ces soldats soient de retour. Mais est-ce qu'il fallait les afficher de la sorte? Est-ce qu'il fallait faire tout permettez-moi l'expression, pour faire un peu de bruit, tout ce tintamarre? Et c'est ça que moi, je déplore. Et je l'ai dit d'autant plus dans la préparation de cette émission, j'en parlais avec Daouda, il me disait non, il ne partage pas mon avis. Je lui ai dit, mais d'abord, on nous a bien vendu ces soldats comme étant des forces spéciales. Pas tous d'ailleurs. Hein. Ah oui. Non, comme Pas étant, tous, même s'ils n'étaient pas tous. Je crois 15, 12, Mais, 13, 15. Donc, à partir du moment où c'est des forces spéciales, même si elles étaient Sur majorité ou à sur les moitié, 49, oui. je pense qu'à partir de ce moment-là, on ne peut pas, on ne devrait pas les exposer bien sûr. sous l'autel de notre grande joie de les voir libérés. Mais on aurait pu le faire. Excusez-moi, le président de la République, il rencontre pourtant des militaires qui sont des militaires braves, qui appartiennent, j'allais dire, à la DGSE, c'est-à-dire au service secret des militaires, même si ça n'est pas chez nous. Mais voilà, il y a des gens qui travaillent pour la Côte d'Ivoire tous les jours. Et excusez-moi, on n'est pas en train de les fêter. Et pourtant, ce sont les premiers qui sont en première ligne pour contrer les terroristes, pour contrer ceux qui veulent détruire notre modèle. Je pense que si ces soldats étaient revenus au pays dans le plus grand secret, André aurait tenu des propos contraires. Mais pourquoi ce soir? Parce que, d'abord, quand on les voit à la télévision, ils sont accueillis par le chef de l'État, c'est aussi un signe de vie. Parce qu'on aurait pu dire, ah, nos soldats sont revenus, on ne les a pas vus,
Et cela aurait quand même alimenté pas mal de rumeurs, de supputations, etc. Effectivement, en ce qui concerne les forces spéciales, on aurait pu leur faire porter des cagoules, etc. Enfin, c'est ça, voilà, pour au moins dissimuler leur visage. Maintenant que tout le monde sait qu'ils sont dans les forces spéciales, j'espère qu'on les déploiera ailleurs. Bon, en fait, depuis hier, quand j'en débattais encore avec André au téléphone, je lui disais que moi, je comprends cette situation, cet accueil chaleureux de ces 46 soldats. Quand on sait que pendant 6 mois, des gens en Côte d'Ivoire ont nié le fait que ces soldats, pour la plupart, étaient ivoiriens. Certains ont même dit... En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. Non, mais Je termine, André. je termine. Non, je termine. Parce qu'en Côte d'Ivoire, oui, je sais, tu vas en placer une juste après moi, mon cher grand frère. Voilà. Donc, des gens en Côte d'Ivoire ici, très connus, ont même dit qu'il y a seulement 4 Ivoiriens parmi les 46 soldats. Donc, à un moment donné, j'estime que des gens qui ont fait 6 mois en prison, leurs familles les attendent, mais quand ils viennent, quand on leur met une cagoule, ta femme, tes enfants sont là, ils te reconnaissent comment? Ils ne savent pas. Moi, je dis, sincèrement, non, j'entends. Vous terminez, je vous laisse terminer 30 secondes. Je permets à Daouda de terminer avant. J'entends ta position, mais j'estime que je comprends cet accueil chaleureux. Et vous avez terminé. Moi, c'est l'argument. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à me donner des arguments comme quoi il faut qu'on voit leur visage pour les fêter, les États sont des manipulateurs. On peut t'envoyer des familles qu'on a louées. Bien sûr. J'avoue avoir déjà fait ça. Écoutez, c'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, voilà, donc la raison d'État, quelqu'un en a parlé ici, c'est qu'on peut tout faire dire à l'image, aux photos, etc. Moi, je pense que c'est vrai, on a manifesté notre joie, mais on aurait pu le faire dans des conditions différentes. Parce que le tout, c'est... Quand j'ai parlé tout à l'heure sous les ordres de la République, à la salle des pas perdus, je ne sais pas, le président peut recevoir les gens sans qu'on se soit vraiment tous... Et même à huis clos. Oui, et même à huis clos. Qu'est-ce qui empêche le président de recevoir les gens? J'ai 1 minute chacun pour Mme Bleu et Élisée. Ton inquiétude est compréhensible, ce sont des forces spéciales. Elles sont censées avoir une identité qui est protégée. Mais on parle d'une situation exceptionnelle. On parle de soldats qui sont restés, on va dire, en captivité, en détention pendant 6 mois, loin de la famille. Moi, je m'intéresse surtout à l'opinion nationale. On aurait fait respecter ton scénario, c'est-à-dire ils auraient été reçus à huis clos par le chef de l'État et ses ministres. Mais l'opinion nationale se serait posé des questions. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est leur identité? Leur famille également? Je pense qu'on est dans une situation tellement anormale qu'il était important de pouvoir les connaître. Malheureusement, leur identité est affichée. J'espère qu'une solution sera trouvée pour pouvoir pallier à cela. Mais il n'y avait pas d'autre choix possible parce que l'opinion nationale aurait demandé à savoir qui ils sont, aurait demandé à les voir et à partager cette joie. C'est des mercenaires étrangers. Moi, je pense que moi, de 2 situations, je pense que pour moi, ça a été très bien même déjà qu'on ait eu cet accueil-là pour plusieurs raisons. Parce que dans un premier temps, ça a permis déjà dans un premier temps déjà à l'État de célébrer ces soldats qui étaient en mission pour appuyer un État, mais qui ont été pris en otage, qui reviennent. Le chef de l'État lui-même assume entièrement tout ce qui s'est passé. Et pour moi, c'est l'attitude d'un chef, effectivement. Tu ne peux pas te dérober, ça fait... Non, je viens, je mais là, poursuis. par contre, on est tous d'accord. Maintenant, sur la question des forces spéciales. Mais les forces spéciales, on les recrute comment? On ne les recrute pas visage fermé. On les recrute visage découvert. Quand on les recrute, je finis. Les forces spéciales sont dans d'autres... On peut les déployer dans d'autres unités. C'est ce que je vais vous faire comprendre, justement. C'est les soldats, après tout. Oui, c'est la suite. Aujourd'hui, on regarde ce qui s'est passé. Donc, laissez-moi développer aller au bout. Vous ne laissez pas les autres civils, finalement. Donc, c'est des soldats qui sont capables d'exercer dans n'importe quelle unité militaire. C'est-à-dire aujourd'hui, ils étaient une dizaine qui faisaient partie de cette force. En tout cas, plus dans les forces spéciales. S'ils ne sont plus dans les forces spéciales, ils peuvent exercer ailleurs, ils peuvent faire d'autres missions en international. Ils ne sont pas forcément obligés. Qu'elles soient allés à Bamako, ils ne sont pas allés à Bamako en cagoulé. Qu'elles soient allés à Bamako, quand on les a arrêtés, les uns cagoulés, ils n'étaient pas en cagoulé, ils étaient visage découvert. Mais ils étaient découverts, ils avaient des fonctions qui ne s'affichent pas. Le jour de la fête nationale. Même la journée, ils sont pas de Les 49 que tu vois ici, tu connais ce qui est force spéciale dedans? Mais on a la liste. Tu penses que ceux qui veulent attenter à la vie des gens, c'est moi? On ne parle pas de nous.
quand il dit moi je connais, moi que je ne connaisse pas, mais celui qui a des mauvaises intentions, c'est de lui qu'il s'agit. Il va voir qui est qui fait partie de la PJ, qui fait partie de... C'est pour ça qu'on cache le visage des gens, c'est pas pour les honnêtes citoyens comme nous, Élisée. Que moi je sache le visage du gars à la limite, ok. Mais ce qu'on dit, c'est qu'il y a des gens qui sont animés de mauvaises intentions et c'est par rapport à eux qu'il faut faire en sorte que ces derniers-là qui Je vont pense sur que les l'État biens a pris de des personnes- dispositions par rapport à ça. Ok, donc on va Je crois que se l'État a pris cette des dispositions dernière par rapport à phrase ça. d'Élysée. Vous estimez et vous pensez, et nous le souhaitions, Que ça a été très bien mais quand fait. on l'évoque en se posant des questions. Ça a été fait. Après, quelle disposition sera prise pour protéger donc l'identité, pour protéger la sécurité de ces personnes et de leurs familles? Bien Parce sûr. qu'effectivement, là, on a vu des familles qui sont C'est ça. présentes. Exactement. Donc aujourd'hui, on a vu toujours dans ma tête et dans les films que je regarde, malheureusement, souvent, on va jusqu'à prendre des gens en otage pour pouvoir obliger leurs parents à faire des choses contre leur gré. Bah, au Donc, passage, je pense que vous avez mis ça dans la tête des gens. Ah oui? Même s'ils Bah donc, ne c'est ici que les bandits vont pensaient pas ça, même s'ils ne pensaient pas ça, C'est ici voilà. que les bandits vont apprendre à... On sait jamais, hein. leur banditisme. On sait jamais. faut dire- bon, Il y a alors, la dame qui... je pense qu'on a fait le tour sur la question. Enfin, on a encore beaucoup de choses à dire, mais bon, le temps est parti donc à cette question est arrivé. Est épuisé. Est épuisé, c'est une expression qu'on connaît bien. Oui, bien sûr. Voilà. Nous sommes très très heureux de recevoir sur notre plateau Madame Akouba Angola, elle est promotrice de Dabali Express, s'il vous plaît, sur le plateau du Grand Talk. Eliane, merci. Voilà, Daouda très galant. Et dont on connaît le visage maintenant. Oui, mais je ne me cache pas. Allez, Merci allez. Daouda. Merci. À tout à l'heure Daouda. Oui, à tout à l'heure. En fait, pour tout vous dire, Daouda, il part à un gala, donc il a un dimanche. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Il a tenu Je pour. serai obligé de vous recevoir en privé. Madame Angola, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais très bien. Merci d'être présente sur notre plateau. Vous êtes promotrice de Dabali Express. Comment vous présentez un peu votre établissement comme étant un fast-food ivoirien, le premier fast-food ivoirien? Alors oui, Dabali Express, c'est le premier fast-food ivoirien qui fait la promotion des mets locaux, donc typiquement des mets locaux. Et on fait aussi souvent clin d'œil à la sous-région, à des pays voisins. Ça vient de quoi cette idée-là pour la mise en place de... Cette idée-là vient vraiment de l'expérience de vie à l'étranger, ayant vécu à Londres, aux États-Unis, à Dubaï, ayant vu que là-bas, pratiquement aujourd'hui, il n'y a pas de gargote, c'est vraiment des fast-foods et ils ont pu standardiser leurs mets, ils ont pu standardiser leur façon de servir leurs mets et je me suis dit pourquoi pas le faire chez nous. Voilà. Qu'est-ce qui vous fait, après je peux vous permettre, qu'est-ce qui vous fait, j'ai envie de dire, réussir là où d'autres ont peut-être eu la même idée que vous, c'est peut-être la volonté et aussi peut-être des innovations. Vous dites, quand on arrive, je vais mettre en place un fast-food ivoirien. Je suis convaincu qu'autour de vous, il y a d'autres personnes qui vont vous dire, vous êtes femme, vous êtes jeune, jeune promoteur, je vais dire, il y a dû avoir des réticences donc, dans la mise en place de cette idée. Oui, effectivement, faut dire que l'idée, je l'ai eue il y a longtemps, hein, avec mon époux, il y a, on va dire maintenant 8 ans. Voilà, mais on n'était pas encore prêt à mettre l'idée sur place parce qu'on ne vivait pas ici. Et il faut savoir qu'ayant essayé d'entreprendre à distance, on a réalisé que pour entreprendre, il fallait être sur place. Parce que franchement, entreprendre à distance, ce n'est pas évident. Déjà qu'on est sur place et qu'on voit ce qu'on vit, on voit les difficultés, à distance, ce n'était pas évident. Donc, quand on rentre, on se dit, tiens, là, on est en Côte d'Ivoire, on est posé. Et si maintenant, parce qu'on a une checklist là, de plusieurs projets, en fait, moi je suis entrepreneur dans l'âme, donc on a une checklist de plusieurs projets qu'on a. Dès qu'on a une idée, on se dit, bon, on va essayer ça cette année, on va essayer ça cette année. Et on s'est dit, tiens, faut qu'on puisse essayer maintenant le restaurant pour voir. Donc quand on en parle à des amis, tout le monde est... Ouais, parce que ouais, c'est ça. Parce que moi, j'aime ma pas voisine, cuisiner. ça fait 2 ans qu'elle essaie de faire un petit alocodrome au quartier, mais elle n'y arrive pas. C'est pour ça que je posais la question. Qu'est-ce qui permet que ça marche? C'est la volonté, c'est la persévérance, l'expérience aussi peut-être? Et puis, oui, quand elle parle de checklist, parce qu'on connaît Max 15, la chaîne de vêtements à partir de 15 000 que vous avez démarré, qui avait déjà 2 ou 3 magasins donc dans Abidjan. Et ensuite, on vous voit dans la gastronomie. Donc, on se demande à quel moment ce déclic a opéré. Bon, vous avez parlé de cette liste que vous avez avec votre époux. À quel moment ce déclic s'est opéré? Et finalement, est-ce que vous allez explorer, vous comptez explorer tous les domaines, tous les secteurs d'activité, passant de la mode à la gastronomie, peut-être à un autre domaine? Qu'est-ce qui vous retient? Ok, il faut dire que déjà, de la mode à la restauration, honnêtement, il n'y avait pas forcément de lien. Et moi, j'ai trouvé un lien parce que pour moi, ce sont des produits que je propose. Donc moi, honnêtement, c'est des produits et services qu'on propose voilà, à des clients. Donc moi, j'y trouve un lien.
Voilà. Et il faut dire que mes proches étaient quand même assez étonnés parce que je ne suis pas quelqu'un qui est fan de cuisine forcément. Je ne suis pas quelqu'un qui aime cuisiner particulièrement. Mais la restauration, honnêtement, c'est pas vraiment la restauration. C'est vraiment le business derrière. Voilà, qu'on a voulu mettre en place. Il faut dire que mon époux étant financier et moi-même ayant eu un MBA en Business Administration, donc tout ce qui est business, honnêtement, c'est vraiment la machine derrière. C'était pour nous, honnêtement, c'était pour nous une passion. Donc il y avait le voir volet. cette machine-là se mettre en place. Ouais. En réalité, quand on lançait le projet, on ne savait vraiment pas comment ça allait se faire. Et on a commencé déjà à mettre des puzzles en place et tout. Et au fur et à mesure, on a réalisé des choses qu'on n'imaginait même pas forcément. Et les choses se sont enchaînées au fur et à mesure. Je voudrais quand même arrêter sur la notion de fast food. Parce que comme je m'apprêtais à dire, André, le premier point, c'était le volet de la femme entrepreneur que vous êtes, que nous souhaitions célébrer, saluer, parce que c'est déjà une fierté d'avoir une femme, un entrepreneur ivoirien qui réussit dans un domaine. Et André, comme c'est un garçon très intelligent, il évoque la question du fast-food. C'est notre deuxième point. C'est ça, le deuxième point, c'est-à-dire que c'est quoi ça répond à quoi en disant fast-food? Est-ce que c'est pour ne pas être trop différent des fast-food dits modernes, ou il y a une vraie idée de proposer quelque chose de plus rapide dans nos mers? Enfin, c'est quoi l'idée qui sous-tend? Parce que j'ai mangé un pain chien aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc en réalité, il y a une perception qui est là, que fast-food, c'est tout de suite forcément mauvaise nourriture, junk food, parce qu'à la base, c'est nourriture rapide. Burger, voilà. Mais en réalité, la définition étymologique même de fast-food, c'est vraiment la façon de servir. Donc tout ce qui est emporté, le conditionnement, tout ça. Ce qui fait un fast-food. Voilà, rapidement. Donc, ce n'est pas cuisiner rapidement, c'est servir rapidement. Ce n'est pas la mauvaise bouffe. Voilà. En réalité, nous, c'est vraiment de la bonne bouffe faite normalement, traditionnellement, comme le feraient nos mamans et tout au village, comme le feraient nos femmes à la maison. Mais c'est vraiment la façon de servir qu'on a essayé d'innover. Parce qu'on a vu que, honnêtement, pour nous, le temps, c'était important. Le temps, pour nous, c'est de l'argent. Et on a vu que plusieurs fois qu'on allait dans les restaurants, il faut dire que moi, je suis amoureuse de la nourriture ivoirienne. Honnêtement, vous me mettez un steak, vous me mettez une sauce graine. Honnêtement, 7 jours sur 7, je mange la sauce graine, tout de suite avec le foutou. Donc, je suis une fan de nourriture ivoirienne. Et surtout pour les personnes qui ont duré là-bas, quand tu viens ici, là. Honnêtement, donc, tu veux manger que local. Donc, juste un petit complément avant que tu dises. Donc, ça veut dire que moi, mon guaguassou, quand j'arrive... En vrai, ça ne se dit pas guaguassou. Le guaguassou parisien. Je veux dire, super rapidement, c'est ça. En réalité, quand vous arrivez, le guaguassou, il est déjà prêt. Voilà, le guaguassou, il est déjà là. Donc, c'est juste le temps de faire la queue. En réalité, c'est des choses sur lesquelles on travaille parce qu'il faut dire que quand tout le monde arrive en même temps à l'heure de rush, quand vous avez 50 personnes en train de faire la queue, forcément, ça ralentit le service. Est-ce qu'on a des repas en moyenne par jour? Est-ce qu'on peut dire que vous avez réussi à standardiser la manière de servir à ce jour? Oui, vas-y. D'accord, je finis et puis je réponds à ta question. Donc, on va dire qu'en moyenne, on va servir en moyenne 2000 repas par jour. 500 repas par restaurant. Minimum. Sur les 4 restaurants. Sur les 4 restaurants. Et le personnel, vous en avez combien? On est aujourd'hui 150. Bravo. Voilà, emploi direct. Donc après, il y a indirect, il y a les fournisseurs, les livreurs, etc. Voilà. On ne se pose pas la question ici, c'est les vieilles du village qui font donc, le vrai. Donc aujourd'hui, vous avez réussi à standardiser ce modèle de service. Parce que je ne sais pas, peut-être parce qu'on le regarde dans les autres restaurants, on attend un certain nombre des fois même d'heures, de minutes, avant de se faire servir. Mais aujourd'hui, vous garantissez un certain temps pour la livraison des plats que vous faites. Oui, effectivement, aujourd'hui, pas pour la livraison, pour le service sur place, par exemple. Exactement. Voilà, pour le service, on garantit 10 minutes maximum, au client. Donc, de la queue, de la caisse jusqu'à être servi, c'est 10 minutes maximum qu'on garantit au client. Et en tout cas, on arrive à le faire en moyenne, sauf quand vraiment, il faut dire qu'aux heures d'affluence, entre midi et 2, vous avez tous les clients qui rentrent en même temps. Donc, vous avez 100 clients dans le restaurant en même temps. Il faut dire que forcément, on n'a pas 100 serveurs. Parce qu'il n'y a même pas d'espace pour avoir 100 serveurs. Donc, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, on arrive à servir au maximum entre 10 et 15 minutes. Voilà. Élisée, vous avez une question? Oui, vous intervenez dans un domaine qui, pour moi, est très délicat, le domaine de la cuisine, de la nourriture. Et là, tout à l'heure, vous disiez que vous êtes plus porté sur l'aspect business. Je pense que je ne me suis pas vraiment trompé. Alors que vous avez un domaine qui, pour moi, est un domaine éminemment sensible. Comment est-ce que vous garantissez que ceux-là qui travaillent pour vous respectent les conditions d'hygiène qu'il faut pour éviter qu'on se retrouve dans une situation peut-être d'intoxication? Alors, en réalité, c'est vrai que c'est plusieurs cerveaux qui se mettent ensemble. Donc, moi, je ne rentre pas dans la cuisine, mais j'ai des cuisiniers formés et on fait des formations HACCP, par exemple, pour tout ce qui est risque alimentaire en restauration,
massive. Donc, en réalité, on fait des formations, on essaie de se mettre en règle, aux normes. Tout ce qui est restauration et tous nos restaurants sont aux normes aujourd'hui. Et puis les organismes aujourd'hui de vérification. Voilà, qui passent et tout, qui font des vérifications. Aujourd'hui, vous pensez sur le rapport qualité-prix, c'est bon? Honnêtement, moi, à mon avis, vous savez, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que les gens ont tendance à si vous me dites non, c'est là que vous allez m'étonner. Non, mais laissez, je ne dis pas non tout de suite, mais je ne dis pas oui tout de suite, mais j'essaie même d'expliquer. Moi, je l'ai dit oui. Au-delà de choses, on ne vous vend pas seulement que l'assiette. En réalité, les gens, quand ils viennent, ils vous disent aussi, OK, non, j'achète ce garba-là à 500, pourquoi on me le vend à 2000? En réalité, on ne vous vend pas que l'assiette. En réalité, on vous vend le service qui accompagne. On vous vend l'hygiène qui va accompagner, on vous vend l'environnement dans lequel vous allez manger. Donc, il y a tout ça qui est vendu dans l'assiette. Parce qu'il disait quand il achète du garba, il achète dans les feuilles pour le conditionnement, pour le cadre qu'on a, pour le service qu'on a, pour les serveurs, les personnes qui sont là, comment on appelle, la ressource humaine qu'on a, honnêtement, pour moi, on est carrément... C'est trop bon. Tout à l'heure, quand Edith parlait de standardisation, c'est vrai, je vais revenir à ce fameux Guaguassou. Et c'est-à-dire que... Vous êtes fan du Guaguassou? Oui, on a du bon Guaguassou. Parce que c'est ça, on commence à rentrer, vous savez, les autres, là, fast-food, des McDo, et tout. Il y a un goût qui est quand même assez unique. Qu'est-ce qui garantit que le goût du Guaguassou ici est le même goût du Guaguassou dans l'autre? Quand on rentre dans la standardisation, c'est notre questionnement, la question du goût, parce qu'on est en cuisine. D'accord, ok. Il faut dire que, franchement, nous avons des procédés. Aujourd'hui, chaque restaurant vous produit un PLS qui est un objectif de production. PLS, ils vont nous dire, par exemple, par rapport au lundi de la semaine dernière, voilà ce qu'on a vendu, voilà ce qu'on a produit. Donc, par rapport à ça, on fait des projections pour nous dire, OK, voilà ce qu'on doit produire aujourd'hui pour ne pas avoir de pertes. Et toutes les cuisines vont écrire des procédés. Donc, pour une sauce Guaguassou, on va leur dire de nous sortir un procédé de préparation du Guaguassou qui va être appliqué. C'est la formule secrète. La formule. Ouais. Donc, si elle met 2 litres d'eau, elle met 2 tomates, 4 aubergines, scientifique. On va dire 200 grammes de gnagnan, honnêtement, tout est écrit. Au début, c'était difficile. Pour uniformiser le goût. C'est ça. Pour les personnes qui ont l'habitude de... Vous savez, la cuisine, souvent, les cuisiniers travaillent avec l'instinct, avec l'humeur. Un truc africain. Une femme, son mari, a dormi sans la toucher la nuit. Elle n'est pas contente. Quand elle est contente, c'est salé. Elle est amoureuse. Donc, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a eu aujourd'hui? C'est ça. Merci. Il y a des jours où c'est super pimenté, elle est énervée. Donc, je veux dire que. Donc, nous, on s'est dit non, on a vraiment tapé sur la table. On a dit non. On est vraiment dans quelque chose de très. Déjà, même pour nous-mêmes, pour nos coûts. Pour maîtriser tous nos coûts, pour maîtriser comment on sort les choses. On leur a dit non, tu ne peux pas aujourd'hui utiliser 4 kg de tomates pour ta sauce et puis demain, pour la même quantité, utiliser 10 kg. Non, ça ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de finir. Rapidement, vous avez 4 restaurants donc, dans Abidjan. Je pense que ça a été ouvert en moins d'un an, pratiquement. C'est quoi la recette de Dabali Express? Vous êtes totalement rentable parce que pouvoir ouvrir 4 restaurants en même temps, dans la même année, c'est un véritable exploit. Vous avez beaucoup de fonds de On termine, comme on en fait l'émission, et justement, vous êtes, en plus qu'elle explique, vous êtes certainement confronté à des difficultés. Entier groupé, vous répondez à cette question-là? Oui, les difficultés, on en a, ça c'est sûr. Déjà que c'est nouveau, une nouvelle entreprise, c'est au fur et à mesure qu'on fait certaines expériences et tout, même si vraiment on est formé pour pouvoir faire pallier à ces expériences-là. Mais il faut dire que forcément, on va rencontrer des difficultés. Ressources humaines, trouver des personnes qualifiées. Aujourd'hui, moi, j'ai un gros souci à trouver des managers qui vont faire le travail parce que je ne peux pas être partout. Donc, j'ai besoin de personnes qualifiées qui vont comprendre, épouser la vision et qui vont accompagner, se donner corps et âme. Parce que moi, quand je donne un restaurant à un manager, c'est son restaurant. Donc, je lui dis, tu as les clés de ton restaurant, tu dois vivre ton restaurant comme si c'était le tien. C'est compliqué d'avoir des personnes vraiment qui épousent cette vision-là. Donc, il faut dire que, voilà, forcément, il va y avoir le majeur problème qu'on a aujourd'hui, c'est la livraison. Honnêtement, la livraison, c'est un casse-tête en Côte d'Ivoire, un casse-tête à Abidjan. On s'est donné ça comme challenge. On s'est dit, vous voyez, si vous remarquez bien, beaucoup de restaurants ne font pas de livraison aujourd'hui. Ils ont carrément abandonné ce volet-là. Nous, on s'est dit, non, on va réussir ce volet-là. On ne va pas abandonner. On va livrer à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de venir manger sur place, qui veulent rester à leur travail, rester à la maison et puis commander. On va réussir à le faire parce que les autres le font. Pourquoi pas nous? Félicitations. Bravo. Félicitations, bravo. Oui, elle est très engagée. Bravo, vraiment. S'il y a champion nationaux. Si vous avez
Est-ce qu'il y a une application Dabali Express aujourd'hui? Pour le moment, il n'y a pas Très d'application. bien. Ok, c'était une question. Donc on peut vous trouver sur les autres plateformes. Sur les autres S'il y a un plateformes de client, vente. un de vos clients préférés qu'on a sur ce plateau, ben, c'est Monsieur de Perpignan, qu'on va recevoir rapidement. Voilà. Monsieur de Perpignan qui nous rejoint. Fidèle parmi les fidèles de Dabali Express. Abonné au Guaguassou. C'est ça. Ouais, mais surtout- Non, au Guaguassou. ouais. Au Nous soumettra- Guaguassou. Moi, quand j'attends le Dabali, je me sens bien le Guaguassou. Non, le Vous savez, Guaguassou, le Guaguassou. Le Guaguassou, à la base, madame, le Guaguassou, c'est du gnagna. Hein, et puis, non émietté. Ça va, Français. laissez-moi. C'est magnifique. C'est quoi cette chemise, Monsieur de Perpignan? Ah, cette chemise-là non, c'est pas des gants, c'est le retour du soldat. Oui, quand tu as duré là-bas, tout habillé, resté dans le placard, c'est gros. Donc, quand tu arrives de babouiller un peu, tu portes, il faut forcément. Alors, le Guaguassou, la recette, la suite. La suite de la recette, Oui, du vous guaguassou. tenez bien. Le guaguassou se fait avec du gnagna, sauté, Sauté. un soupçon de gombo qu'on injecte. Soupçon. Maintenant, un soupçon, ça veut dire que ça doit être 3 gombos, un sana, un ok. Maintenant, dans le service, tu peux péter un voilà. Donc, tu as automatiquement le bon truc. Voilà. Mais vraiment, on est sur ce plateau, M. Brice, vraiment pour crier notre ras-le-bol. Les militaires sont là, on est contents. Mais on n'est pas content de la société de l'eau et puis de courant qui nous a envoyé les délais de facture le 5 janvier. Oh. On ne peut pas tenir compte. Le mien était le 2. Je commence le 10. Voilà. Toi, au moins, tu as respecté. Le mien, c'était le 2. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas contents du retour des soldats. Quand même. On vient de fêter. L'argent est fini. Comment le président de la République, dans sa vision, qui dit que les Ivoiriens soient Surtout ça, ouais. contents, sa vision. Dans sa Et il y vision. a des entreprises qui ne suivent pas la vision du président. C'est pas normal. Normalement, les factures ne doivent pas être. Normalement, c'est fin janvier. Normalement. Je suis d'avis. Normalement, de fin janvier. Début Il y a février. des- il y a des objectifs. La société a des Il y a des objectifs entreprises. aussi. Ah donc depuis, ils font les choses. Ils ne savent pas que le 5 là, c'est pas bon. Bon, dans tous les cas, si on paye la facture, c'est bien. Si on ne paye pas, il y a des sanctions. On va payer des pénalités. Si on paye pas, on va nous couper l'eau et le courant. Mais on va prendre sur le voisin. C'est ça. Qui en paie les frais? C'est eux qui en paient les frais. Donc vraiment, on est fatigué, on dit Très non. bien. Ils n'ont qu'à suivre vision. l'énergie, la vision du président de la République qui lui Parce que le souffle un boss vent. n'est pas méchant. Voilà, il souffle un vent qui est bien et eux, au lieu d'aller sur le vent, ils sont en contre-vent. Allez-y. Suivez le vent. Monsieur le En plus de Perpignan. cela, la scolarité, On sait. Non, on est fatigué dans ce Vous pays-là. avez mal, vous avez beaucoup mal. C'est pas facile. Madame Makoube Angola, merci beaucoup. En tout cas, tous sur le plateau, vous souhaitons une bonne année 2023. Beaucoup de succès, du chiffre et de bons plats. Oui. Pour les connaisseurs de Guaguassou que nous avons sur le plateau. On aura certainement d'autres occasions de vous retrouver sur le plateau. Félicitations. Oui, merci. Et puis, on a été très heureux de vous recevoir sur le plateau. Bon, les amis, on a tous nos drapeaux. Je vous en offre. Mais il faut des cartes de. Voilà, son drapeau ici. Ah, non. Il faut des cartes d'abonnement. Hein. Élysée, il est en train de plaider en direct des cartes d'abonnement. En direct. Il négocie son cas, son nom. Fallait payer ton plat, arrête. Il plaide, il négocie. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Vive la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur nous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Et puis sur Dabali Express. On vous a sur le plateau. À très bientôt.